Bonsoir, rebonsoir. Chaque instant amène ces rebondissements qui semblent désorienter les belligérants. Regardez la dernière image partagée par Donald Trump. Merci pour votre attention sur cette bombe. Vous êtes avec nous, Aniva. Premier regard là-dessus, c'est-à-dire vous qui suivez depuis plusieurs heures ce qui est en train de se passer là, les hauts et les bas, les chauds et les froids, distillés par la Maison-Blanche. Écoutez, il s'est savamment distillé, effectivement. Mais on peut Enfin, moi, j'ai l'impression que Donald Trump est en faveur de la désescalade. Alors maintenant, savoir si ça le fait perdre ou gagner cette guerre, c'est autre chose. Et du côté iranien, évidemment, on crie victoire immédiatement, et côté américain, on ne sait plus quoi dire. Ce soir, toutes les parties s'expriment de façon un peu ambiguë. Chacun tire à soi, évidemment, mais j'aimerais votre commentaire à tous sur le plateau, un peu rapide, que chacun vous portiez votre regard sur ce qui se passe réellement derrière les déclarations un peu ostentatoires. Alors, ça, c'est la version de Trump. Il donne une version plus complète sur son intention. Si je conclus un accord, dit-il, il sera bon. Moi, je ne fais pas de mauvaises affaires. Si je conclus un accord avec l'Iran, ce sera un accord juste et équitable, contrairement à celui qu'Obama a offert à l'Iran, des sommes colossales et un accès direct à l'arme nucléaire. Et il ajoute, ça va s'afficher, notre accord est tout le contraire, personne ne l'a vu, ni n'en connaît les détails. Il n'est même pas encore finalisé, alors n'écoutez pas les incapables qui critiquent sans rien y connaître. Il parle de vous, Gallagher Fenwick, je suis sûr. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Et je plaisante pas. Contrairement à mes prédécesseurs qui auraient dû régler ce problème depuis longtemps, je ne conclus pas de mauvais accords. Vous savez, dans son esprit, qui sont les losers, ce sont les gens de son propre camp. Oui. C'est l'extrême droite américaine qui, main dans la main avec l'extrême droite israélienne, a poussé à la guerre. Et aujourd'hui, la main qui compose ces messages et celle qui publie ces images de bombes est une main qui tremble. Parce que Donald Trump est sur le point d'acter une défaite. Une de plus pour les États-Unis au Proche et au Moyen-Orient. Et les personnes auxquelles ils font référence ne sont pas les démocrates on les entend pas, parce qu'ils savaient ce qui allait advenir. Ceux qui critiquent sont les gens au sein du camp de Donald Trump qui ne veulent pas, qui ne veulent pas d'un accord, parce qu'ils aimeraient un peu plus de guerre ou un peu plus de force, en espérant que ça produise une issue différente de celle à laquelle ils sont confrontés, qui est la défaite et le déshonneur. Et Gallagher a raison de souligner, tous les camps sont en train d'éclater. Par exemple, selon qu'on est pro ou anti-israélien, même dans le camp Trump, les Trump sont en train de se diviser, la coalition est en train d'exploser dans tous les sens. Absolument, vous avez des parlementaires comme Lindsey Graham qui sont des républicains bellicistes et qui critiquent à l'avance la perspective d'un accord, et c'est évidemment en pensant à eux que Trump dit que ce qu'il s'apprête à faire n'aura rien à voir avec l'accord d'Obama de 2015. Vous savez, il y a un des plus grands journalistes français, Pierre Lazareff, qui disait « il démente, donc c'est vrai ». Et je crois qu'on est en train de voir ça ce soir. Après, sur le fond, je pense que Trump est un pragmatique, on l'a toujours dit, donc il a essayé de faire tomber le régime iranien, il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas, alors il va sans doute signer cet accord. On va tout de suite se rendre à Washington, mais avant ça, encore qu'on ait tous les belligérants, puisque chacun tire à soi, évidemment, parce que le but, c'est aussi, si négociation il y a, d'en tirer le maximum possible. Du côté des Iraniens, il se passe des choses aussi très frappantes. CBS et Axios le donnent. Le suprême guide Mojtaba Khamenei aurait approuvé le cadre général d'un accord. On ne sait pas très bien si ça comprend ou non le nucléaire, sans doute que non, mais lui aussi prend position. Et puis le dernier, Zev Goldin, vous qui êtes officier israélien, Netanyahou, il se résume peut-être dans une image, celle qu'il a tweetée tout à l'heure, où il s'affiche aux côtés de Trump. Tous les deux, dit-il, sont au même titre opposés au nucléaire iranien, mais on sent bien qu'en réalité, ils divorcent, en partie. Oui, écoutez, Netanyahou se retrouve dans une posture qui est loin d'être confortable. Tout ça parce que d'abord, il va y avoir des élections en Israël dans quelques mois, au mois de septembre. Et donc, c'est vrai que le véritable combat de la vie de Netanyahou était la chute du régime des Mollahs. Or, pour le moment, on se retrouve dans une situation, en tout cas en Israël, où on n'a pour le moment pas d'éléments pour aller de l'avant. C'est-à-dire que actuellement, toute la question pour Israël, qui était la question principale qui touchait autour de la question du nucléaire, mais aussi de la question des proxys, par rapport à ce qui se passait plus particulièrement au Liban, mais aussi au-delà de la question libanaise, se trouve pour le moment avec un grand point d'interrogation. À l'heure où l'on parle, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a eu une réunion hier soir ou ce matin avec au commandement nord d'Israël, et il a remobilisé, il a dit on reste mobilisé, tout est prêt pour intervenir à n'importe quel moment,
quoi qu'il arrive, on verra comment les choses vont évoluer. Dites les choses. Est-ce qu'il y a une colère? Moi, je vous ai observé hier, vous étiez dans l'émission d'Anne Niva, et je vous observais. J'étais chez moi, et j'observais, et je vous sentais en colère. On a parlé de la colère. Je vous sentais, non, mais personnellement en colère. Il y a une colère. Il y a une colère au sein du peuple israélien, parce que qu'on le soit de droite ou de gauche, qu'on soit pour ou contre Netanyahou, c'est vrai qu'il y avait la volonté, en tout cas, de se défaire de ce régime, et c'est vrai qu'il y a une frustration. Cette frustration, c'est la seconde frustration. Il faut comprendre qu'il y avait déjà une première frustration au mois de juin dernier, au moment où les forces israéliennes avaient attaqué seules, où les Américains étaient venus rejoindre les forces israéliennes et avaient stoppé, je dirais, Israël dans son élan. Alors oui, il y a une colère parce que on se dit, dans le fond, tout ça pour ça. Et c'est ça qui met cette colère au sein du peuple israélien, parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? L'Iran va rester avec son nucléaire, l'Iran va continuer, parce qu'un accord va permettre, dans le fond, à l'Iran de se renforcer. Et on développera tout ça, et on écoutera tous les avis. Ceux qui, au contraire de vous, sont très heureux de ce qui se passe, ceux qui considèrent que Trump peut-être va quand même gagner quelque chose à la fin. On va entendre tout le monde à ce sujet-là, mais passons par Washington avec vous. Armel Esposito, vous êtes avec Mathieu Derrien. Que dit exactement, ou laisse dire Trump ce soir? Oui, le dernier post de Trump en dit long sur le flou qui règne à la Maison-Blanche. Il commence par ces mots « if I make a deal », c'est-à-dire si je passe un accord avec l'Iran. Et ça change tout. Il y a quelques heures, on était très proche d'un accord, un accord imminent. Et là, tout devient beaucoup plus hypothétique. Et finalement, ce n'est pas si surprenant, car depuis hier, Trump poste un petit peu tout et n'importe quoi sur son réseau social Truth. Il y a d'abord eu ce matin une image générée par l'intelligence artificielle, 2 navires iraniens frappé par un drone américain, une image très guerrière, puis un changement de cap, un long message parlant de relations bien plus professionnelles avec l'Iran, et enfin, nouveau volte-face, une image d'un avion prêt à larguer une bombe, donc à nouveau une image très guerrière. Donc finalement, Trump fait du Trump. Il est impossible de savoir vraiment si un accord sera signé dans les prochains jours. En tout cas, il a déjà averti, contrairement à ses prédécesseurs, il ne conclura pas de mauvais accords. Merci beaucoup Armel. Quand on parle de tout et n'importe quoi, il y a tout, il y a n'importe quoi, il y a aussi tout, c'est-à-dire la force militaire, et ça c'est très concret et ça pèse son poids d'acier. Regardez, adios, c'est cet adios un peu ambigu que Trump a tweeté tout à l'heure, et c'est appuyé par la puissance militaire qui n'est pas en train de dételer, au contraire, cette épée de Damoclès qui est toujours dans les reins de la République islamique d'Iran. On est sur la base de Lakaneh notamment. Père de Young, vous êtes le militaire ici. Les avions continuent à affluer. Les KC-135 continuent à arriver. On va voir des images. Les KC-135, des avions de renseignement et des compasses de guerre électronique, c'est-à-dire que Trump négocie, mais avec l'épée dans les reins des Iraniens. Alors tout ça, c'est planifié, évidemment. Ça fait des semaines que c'est planifié. Donc, encore une fois, avant d'arrêter ce flux logistique en direction du Moyen-Orient, il va se passer plusieurs jours, plusieurs semaines. Deuxième point, les Américains n'ont pas dit qu'ils allaient quitter le Moyen-Orient. J'imagine qu'une décompensation va être une installation pure et dure. Moi, je pense à Eilat, parce qu'ils sont en train de s'y installer alors que par exemple, ils n'y étaient pas. Eilat est un port et en même temps un aéroport. Donc, ils vont faire de la logistique. Donc, c'est vrai qu'ils vont densifier ce positionnement. Insister, là-dessus, cette chose incroyable qu'on n'avait pas vu venir. Peut-être que des bases supplémentaires seront en réalité. Les Américains, peut-être lâchent les Israéliens, mais pour eux-mêmes, pense à eux. C'est la seule contrepartie, à mon avis. Et non seulement ça, mais en fait, je pense qu'ils vont se désengager en partie, comment dire, du Proche-Orient, où là, on a vu que les bases étaient extrêmement exposées. Alors qu'en fait, en se mettant sous le parapluie ou sous le dôme de fer israélien, ils avaient plutôt une forme de tranquillité. Maintenant, pour les militaires, c'est très compliqué. Je me mets à la place de mes camarades officiers de l'état-major des armées à Washington. C'est un coup dans le zig, un coup dans le zag, ça fait pas une stratégie. Et donc, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Je me méfie avec vous, parce que la dernière fois, vous nous aviez appris l'expression ils sont bite au cul, en disant des gens les uns derrière les autres. C'est les fantassins. Bite à cul. Voilà. Faut pas le redire. Alors, le zig. J'ai un instant d'égarement. Ah oui, un coup de zig et un coup de zag. Donc. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. C'est vrai, c'est tout le problème. Et en fait, pour les militaires, il faut savoir où on va. Il faut leur dire, bon. Et là, visiblement, on ne sait pas. Maintenant, ce qu'on sait, qu'une seule chose, c'est que très concrètement, ça discute. Il va y avoir une discussion, on va déboucher vers quelque chose, je ne sais pas vers quoi, un mémorandum dans lequel il va y avoir toute une série d'éléments. Mais pour les militaires, ça veut dire qu'on discute, ça veut dire qu'on va discuter pendant combien de temps? On met tout sur la table ce soir. Après, plus tard dans l'émission, on va avancer. Il y a beaucoup de choses qui tombent et on va entrer chapitre par chapitre, mais je vous mets tout sur la table. Axios dit, Trump a demandé aux dirigeants musulmans de signer un accord de paix avec Israël après la fin de la guerre avec l'Iran. Ça laisse entendre qu'il a peut-être un grand projet. Alors,
On prend toutes les hypothèses. Il y a l'hypothèse que vous disiez qu'il y a la guerre, c'est n'importe quoi, et c'est la plantade complète. L'autre hypothèse à l'autre extrême, Guillaume Roquette, c'est il a un plan pour le Proche-Orient. Non, je pense pas qu'il a de plan. Enfin, son plan, c'était de faire tomber le régime iranien pour pouvoir conforter ses alliés dans le Golfe. Comme de toute évidence, ça ne fonctionne pas, il peut pas dire, bon, ben, les gars, on y est allé, ça a raté, donc maintenant, on retourne chez nous et débrouillez-vous. Parce que vous imaginez la crédibilité des États-Unis qui serait dramatiquement affectée par cela. Et donc, je pense que c'est une sorte de contrepartie que les Américains vont proposer aux pays de la région en disant, OK, on va sans doute arrêter cette guerre parce qu'on n'y arrive pas, mais en échange, d'abord, on va rester là militairement, et puis ensuite on va essayer de conforter ce qui est un mouvement qui s'était déjà mis en œuvre avant la guerre avec les accords d'Abraham entre un certain nombre de pays de la région d'Abraham, pardon, avec un certain nombre de pays de la région et Israël, et donc les Américains vont remettre ça sur le terrain, et ce sera à mon avis d'autant plus écouté que le danger iranien n'a pas disparu, et que donc peut-être que ces pays vont se dire il faut qu'on s'unisse éventuellement avec Israël. Ça va être l'inverse. Ce qu'ils vont se dire, c'est le principe de réalité. En fait, il faut qu'on s'entende avec l'Iran. On n'a pas le choix, parce que les Américains ne nous ont pas défendus. Et ces accords d'Abraham n'ont rien fait pour nous. Ça, ce sont les Saoudiens qui le disent aujourd'hui, dimanche, qui disent il n'y aura pas... D'abord, les Saoudiens refuseront de rentrer tout seuls dans les accords d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils voudront leur propre structure par rapport à Israël, s'il doit y avoir une normalisation, mais Israël va à nouveau se retrouver face à la question que Benjamin Netanyahu, une bonne partie de la société israélienne, refuse de traiter, c'est la question palestinienne. Mais pas de normalisation sans que la question palestinienne soit enfin dignement et correctement traitée. Juste en un mot, moi je ne serais pas aussi affirmatif que vous, parce que regardez les coups très rudes qui ont été frappés par l'Iran sur les Émirats Arabes Unis, sur l'Arabie Saoudite. Vous croyez que ces pays vont dire bon allez, on oublie tout, finalement on est copains? Non. Moi ça me paraît peu plausible. Ça s'appelle la diplomatie. Et d'abord, les Émirats Arabes Unis sont déjà dans les accords d'Abraham, mais les Saoudiens, si vous voulez, à mon sens, et je me trompe souvent, je me trompe peut-être, mais eux, principe de réalité, vont davantage, si vous voulez, devoir discuter avec les Iraniens qui ne vont pas déménager qu'avec les Israéliens, parce que l'idée de remplacer un hégémon par un autre, ça n'est pas leur projet. Je vous redonne la parole et on va avancer, mais je vous donne quelques éléments sur l'autre belligérant qui est évidemment les Iraniens, sur cette sorte de fierté iranienne d'être là, bien traité. Et là aussi, je vous écoutais, Gad Elmaleh, vous souligniez hier à quel point Trump, pour la première fois, de façon très, formelle, salue la République islamique d'Iran. L'histoire retiendra que hier, samedi, Ismaël Baghei, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, fait un message dans lequel il compare la situation à celle de la Perse antique, quand au IVe siècle, Philippe l'Arabe, empereur romain, prend la direction de l'Orient en espérant aller faire plier les Sassanides, ancêtres perses, et se retrouve défait avec des Sassanides qui lui imposent les conditions de la paix. C'est l'image qui est là, qui le rappelle. Exactement. Ça, c'est quoi? C'est la période anté-islamique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien ne parle pas de République islamique d'Iran. Qui est-ce qui en parle? C'est Donald Trump, qui aurait pu parler du régime, de Téhéran ou de l'Iran. Elle est là aussi la défaite. Est-ce que ça peut flatter le régime persan? Parce qu'il y a tellement de régimes de dictature, il y en a plein dans le monde, mais certains sont assez réalistes, ils traitent avec les Américains, etc. On a même vu en Syrie Djoulani, qui avait tout. Il avait Al-Qaïda et l'État islamique. Donc il était du sang jusque-là. Et aujourd'hui, mais maintenant, il est très fréquentable pour les Occidentaux. Est-ce que de la même façon, on peut voir ces choses incroyables, que le régime islamique d'Iran se dise au fond, on va se normaliser à l'égard de Téhéran, des Washington? Ça me paraît un petit peu rapide quand même. Je pense qu'il y a une discussion qui se met en place qui va durer un certain temps. Encore une fois, mes références à la guerre du Vietnam où ça a duré pendant presque 10 ans. Très concrètement, ça va pas se régler en 3 minutes. Maintenant, il n'est pas impensable que les uns et les autres y trouvent leur compte dans une espèce de répartition de la richesse. Il va y avoir des modalités qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que c'est pas impensable que les Américains sont très pragmatiques. Rappelez-vous, Kim Jong-un, il serre la main de Trump, le show Kim Jong-un Trump. Est-ce que vous imaginez ces gens-là, Arakchi, Galiba, président du Parlement, tous ces gens-là, qui serreraient la main de Trump en disant on n'est pas du même camp, on n'est pas de la même boutique, mais on fait. Vous savez, c'est l'Orient. Bien sûr que c'est possible. Vous savez ce qu'elle trahit votre question, que vous pensez que dans l'esprit de ces gens, l'avenir il est à Washington, l'avenir il est à Pékin. Et voilà ce que les Israéliens et les Américains ont démoli
aujourd'hui. Ils sont en train de nous faire rentrer dans le siècle chinois. Ils ont brisé l'ordre international. Ils ont abîmé le droit international que nous avions contribué à construire pour nous protéger et qui avait pour vocation d'être universalisable. Il n'a plus de crédibilité. Ces gens-là s'en fichent d'une normalisation avec Washington. Ce qu'ils veulent, c'est consolider des liens qui existent déjà et qui leur ont permis de tenir tête à deux puissances nucléaires qui se trouvent être à la fois la première puissance militaire de la région et la première puissance militaire du monde, en théorie. Pour l'instant, ils sont dans une logique de pression pour obtenir le maximum de la situation. Question à Siavash Ghazi, qui se trouve évidemment à Téhéran. Qu'est-ce qu'ils espèrent en ce moment obtenir par leur stratégie ? L'attitude de l'Iran est très claire. Le pouvoir iranien estime avoir remporté largement la guerre contre les États-Unis et Israël sur le plan militaire et aussi aujourd'hui sur le plan diplomatique, puisque Téhéran a réussi à imposer son propre agenda aux Américains, puisqu'il n'est pas question de discuter du programme nucléaire iranien dans un premier temps, cela viendra ensuite. Et aujourd'hui, dans cette dernière ligne droite, dans la négociation entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran veut obtenir le maximum de concessions de la part des États-Unis. Ce soir, les agences Tasnim et Fars, qui sont proches des gardiens de la révolution, ont affirmé qu'il y avait, à cause de l'attitude des Américains, un blocage dans les négociations et que cela pourrait compromettre un protocole d'accord dans les prochains jours, une manière d'obtenir le maximum de concessions de la part des États-Unis, à la fois sur le contrôle du détroit d'Ormuz, sur le déblocage des avoirs iraniens, mais aussi sur le dossier nucléaire. Téhéran se sent en position de force face aux États-Unis après avoir gagné, donc de son point de vue, la guerre contre Israël et les États-Unis. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les Iraniens ont montré là qu'il était possible d'entrer en guerre avec les États-Unis, contre les États-Unis, sans être complètement éliminés par les États-Unis. Donc ça, c'est quand même un énorme coup qu'ont fait les Iraniens. Et ils ont montré qu'ils pouvaient non seulement résister, imposer des dommages aux Américains, et surtout les forcer à faire un deal, puisque c'est ce qu'on est en train de voir depuis hier. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ils les ont littéralement forcés à faire un deal, ce que eux n'ont pas du tout de difficulté à montrer comme une victoire. En revanche, pour Donald Trump, ça va être beaucoup plus compliqué d'expliciter le fait que lui, justement, le fait qu'il soit allé vers ce deal ne soit pas un échec. On a vu le belligérant américain, iranien, Elisabeth Shepard-Selam. Il faut dire un mot du belligérant, enfin oui, ils sont de fait belligérants des monarchies du Golfe qui ont été beaucoup frappées par les Iraniens. Elles sont très citées par Trump, hein, quand on voit avec quelle déférence. Alors, aujourd'hui, Mohamed Ben Salman. Il a parlé avec tout le monde du Golfe et c'est très intéressant parce qu'il les cite tous. On sent la pression, on comprend l'inquiétude des pays du Golfe qui ont été beaucoup plus frappés, notamment les Émirats que par exemple Israël. Et on sent cette pression qui fonctionne, pour le coup, avec Donald Trump qui, effectivement, a pris tous leurs coups de téléphone et à la différence peut-être d'Israël, a vraiment écouté les inquiétudes, alors qu'on a l'impression que, y compris dans les médias israéliens, que les Israéliens n'ont pas été écoutés de la même façon. On dit toujours, il y a le fameux proverbe « suivez l'argent ». Tout à l'heure, il y a Thierry Breton sur notre plateau. Il disait l'importance de cette région du monde. Là, si on met bout à bout la puissance colossale financière que représentent MBS, MBZ, le Qatar, etc. Surtout pour les affaires de Trump, il faut le dire. Pour lui, ça, c'est des gens qui pèsent. Non, mais c'est pas ça. En fait, ce qu'il est quand même en train de dire entre les lignes, c'est que c'est tout ça face à l'Iran. Donc vous ajoutez tous ces noms-là au nom qu'Aniva vient de citer, les Américains et les Israéliens. Il y a tout ça face à l'Iran. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une manière pour Donald Trump de dire, écoutez, magnanime comme je suis, toutes ces pauvres petites puissances me demandent de signer, donc je vais le faire. Troisièmement, et ça c'est plutôt malin de sa part, c'est d'ancrer régionalement un accord qui franchement ne va pas ravir tout le monde. Mais c'est de lui donner une légitimité, j'allais dire régionale, que n'avait pas par exemple l'accord sur le nucléaire iranien, qui était décrié à Tel Aviv, mais dans certains de ces pays dont on voit s'afficher les drapeaux également à l'écran. Avec un petit adverbe un peu vachard pour Netanyahou, puisqu'il dit « j'ai parlé séparément ». À Benjamin Netanyahu. Ce séparément a dû lui vriller l'oreille. Hein. C'est déjà assez vachard, mais il y a quelques jours, il avait dit « il fera ce que je lui dirais ». Donc déjà, il l'avait déjà mis un petit peu cornérisé. Dans le fond, l'Iran a été face à la plus grande puissance mondiale
Et aujourd'hui, l'Iran n'a peut-être pas gagné la guerre, mais a peut-être gagné ce qu'on appelle l'opinion mondiale. Et c'est un fait. Parce que aujourd'hui, on voit ce petit pays, avec tout ce que là se comporte comme dictature, comme ce régime qui a quand même exécuté, enfin tué plus de 40 000 manifestants. D'ailleurs, on ne parle pas de ces pauvres Iraniens, parce que n'oublions pas que ces Iraniens, dans le fond, eux, ils s'en foutaient du nucléaire, ils s'en foutaient des proxys. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était la chute du régime. Et toute la guerre a commencé surtout là-dessus, le 28 février, suite, je dirais, à ces Iraniens qui se sont levés pour défendre la liberté dans leur pays. Stéphane Goldin, pardon, est-ce que vous croyez ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une forme presque d'admiration, c'est beaucoup dire, mais de fascination dans une partie des opinions, même en Occident. Il faut toujours lire. Bernard-Henri Lévy a signé un bloc-notes dans Le Point, qui a été repris, y compris par la presse américaine, qui s'en prend aussi à certaines émissions de télévision. Il dit: j'observe tels généraux de plateau et experts de studio. Je vois comme ils semblent électrisés par chaque image de fumée sur un émirat, etc. La vérité est là terrible. Il y a une joie obscène à annoncer le fiasco de l'Amérique et la résistance inattendue de Téhéran. Il y a en Occident et dans le monde un puissant désir de défaite. Oui, je pense qu'il y a eu... Je ne dirais pas comme Bernard-Henri Lévy, mais on sent quand même qu'il y a, dans le fond, le pot de fer contre le pot de terre. Merci. Et du coup, on sent que derrière, c'est le petit qui a gagné contre la grosse puissance. Et c'est vrai que les Iraniens, il faut dire les choses clairement, ont bien joué le coup. En bougeant le curseur sur le détroit d'Ormuz, ils ont redistribué les cartes, et ce qui a mis, dans le fond... les États-Unis essentiellement, dans une situation qui était beaucoup plus compliquée compte tenu du prix du pétrole, etc. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce qu'a dit Gallagher, deux choses. D'abord sur l'histoire des accords d'Abraham. Je reste aussi persuadé que l'idée de Trump de dire nous allons peut-être évoluer dans les accords d'Abraham, c'est peut-être aussi donner une carte à Netanyahou pour pouvoir aussi calmer la situation en Israël, où il semble qu'il y a une certaine colère. D'ailleurs, je voudrais simplement rappeler que Donald Trump avait déjà proposé que l'Iran intègre les accords d'Abraham il y a quelque temps. Tout le monde avait rigolé, c'était passé sous les radars. Il le redit aujourd'hui. Quant à la question palestinienne, Gallagher, malheureusement pour les Palestiniens, les 3/4 des pays du Golfe, on en a strictement rien à fiche. Alors, les pouvoirs, je vous le confirme, mais pas les peuples. Et c'est pour ça que les pouvoirs, au bout d'un moment, même monarchiques et autocratiques tels qu'ils le sont dans le Golfe, ont quand même des peuples à gérer. Et cette question-là, je suis d'accord avec vous, il y a une évolution chez MBS, qui, je me souviens très bien d'un interview qu'il avait donné à Fox News, à Brett Baer, dans lequel il avait changé. Il faut faire très attention aux mots. Il avait parlé des aspirations légitimes des Palestiniens plutôt que de parler des droits légitimes des Palestiniens. Et ceux qui connaissent le dossier avaient remarqué ce changement lexical de la plus haute importance. Maintenant, écoutez, MBS, il est revenu là-dessus parce qu'il a compris que l'œil du cyclone, c'est Gaza, sont les territoires occupés qui sont encore à ce jour bombardés. On va revenir à ça. Non, simplement, je confirme une chose encore concernant les Émirats Arabes Unis. N'oublions pas que ce sont quand même des forces de Tsahal et le dôme de fer israélien qui les protègent. On va revenir à cette question, mais passons par ce qui se passe en Ukraine, parce que les images et les faits sont extrêmement spectaculaires. Poutine profite-t-il de voir le monde entier, évidemment, mobilisé par ce qui se passe au Proche-Orient? Il affirme aussi venger le bombardement en Ukraine occupée dans la région de Louhansk, dans un dortoir, ce que l'Ukraine conteste. Regardez bien, écoutez bien la séquence qui suit, c'est la puissance du bombardement avec l'Oreshnik, le missile porteur possible, en l'occurrence non, il ne le porte pas, mais qui peut porter l'arme nucléaire, et c'est évidemment le message qui est produit par la Russie. Pierre de Jong, d'abord expliquez-nous exactement la nature de ce missile Oreshnik qui a suscité beaucoup de fantasmes. On a dit ça marche pas, on exagère, il y a du bluff, etc. En tout cas là, les Russes l'ont fait fonctionner. Ça c'est la forme. Effectivement, ce missile nucléaire, enfin dual, parce qu'il est capable de transporter une charge conventionnelle. C'est un missile qui a eu beaucoup de mal pour sortir de son silo, comme on dit. Il a été utilisé 3 fois. Et là, effectivement, c'est une opération entre guillemets réussie, puisqu'en fait ils l'ont utilisé. Le système de mirvage a fonctionné, puisque le mirvage, vous savez, c'est une espèce de barillet.
et des choses variées, vous avez des missiles qui sortent, et après ils se divisent en autant de missiles, donc c'est relativement compliqué, et visiblement c'est réussi, ils l'ont fait de nuit, comme ça a été filmé, et on sait que ça fonctionne. C'est la 3e fois qu'ils l'utilisent. Oui, 3e fois. Mais la première fois, en fait, ils l'ont fait à Dnipro en février 2023 de mémoire, et en fait, il s'était rien passé. Et cette fois, il y a bien une charge conventionnelle, mais il y a de l'explosif. C'est explosif. Alors, il y a beaucoup de mystères, parce qu'on ne le connaît pas très bien, on ne sait pas quelle taille il a vraiment, mais surtout, il a une portée qui est dangereuse. Enfin, il est ce qu'on appelle un missile intermédiaire, entre 500 et 5000 km, et c'est vraiment un missile qui est pas seulement destiné à tirer sur l'Ukraine. Aujourd'hui, très concrètement, les Russes ont des missiles pour tirer sur l'Ukraine, ils ont l'Iskander, etc. Par contre, ça, c'est un missile qui est destiné à tirer sur l'Europe. Donc, je suis intimement convaincu que cette opération est une opération de communication destinée à dire aux Européens arrêtez de me menacer, etc., etc. Ce que je tiens à dire également, ça, c'est vraiment on est vraiment sur la forme, comme sur le fond. Ce qui est très intéressant, je relis cette opération avec ce qui se passe en Iran. En fait, vous avez les deux grandes puissances nucléaires mondiales, parce que c'est eux qui ont le plus de têtes nucléaires, qui sont empêtrés dans une espèce de conflit avec des pays plus petits. Les Russes avec l'Ukraine et les Américains avec l'Iran. Et peut-être que cette période est extrêmement intéressante pour un militaire que je suis ou un stratège que je suis, c'est qu'en fait, on va assister probablement à une espèce de modification des rapports de force, et peut-être que le système militaire en soi ne suffira pas pour pouvoir gagner un conflit ou pas. Avec, disons les choses aussi, de part et d'autre, l'impossibilité de faire une guerre totale. Oui, exactement. Ils peuvent pas envoyer une bombe nucléaire en massif. Le nucléaire, ne quitte que le nucléaire, mais le fait que ces deux pays s'engagent, que les deux pays qui ont agressé, un, la Russie, et deux, concrètement, évidemment, sont les Américains qui ont attaqué l'Iran en premier, que je sache, quelles que soient les conditions. En fait, ça remet en cause vraiment cette espèce de rapport de force qui s'était établi après la Deuxième Guerre mondiale, où les pays puissants, forts, ils dominaient, faisaient ce qu'ils voulaient. Et la force militaire ne suffit pas. Et vous allez voir que dans les mois qui viennent, il va y avoir une vraie réflexion autour de l'usage de la force armée. Aidez-nous à comprendre le fonctionnement, parce que ce missile, vous dites, ça menace possiblement l'Europe. C'est fait pour montrer les dents à l'Europe. Regardez, expliquez-nous vraiment. Il y a une animation très concrète qui est faite et très parlante. Voilà. D'abord, on comprend que la base est un camion tout à fait mobile, ce qui est un élément très important. Oui, parce qu'en fait, ça dissimule, on ne sait pas où il est. Et les Russes en ont des centaines, donc ces camions se bougent dans tous les coins, donc vous ne savez pas d'où ils vont partir. C'est vrai que les Russes sont les meilleurs au monde dans cette balistique-là, c'est qu'en fait, une balistique terrestre qui part en fait à partir d'un camion. Les Européens n'en ont plus, les Américains n'en ont quasiment pas. Donc, si vous voulez, encore une fois, on a abandonné. Les Russes n'ont jamais cessé le travail sur la balistique. Donc, en fait, cet engin est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des accords, si vous voulez, mondiaux, ce qu'on appelle les accords FNI, en fait, qui contrôlent théoriquement ce qu'on appelle les missiles intermédiaires. Parce que vous avez 3 niveaux de missiles. Encore une fois, dual et potentiellement, donc entre 0 et 500 km, c'est le tactique, au-dessus de 5000 km, c'est le stratégique, le Sarmat, etc. Et entre les deux, vous aviez une zone qui avait été régulée, entre guillemets, par les accords FNI, qui interdisait théoriquement aux Russes et aux Américains, rappelez-vous, c'est le SS-20 et le Pershing, et donc il n'y avait pas ce missile intermédiaire. Est-ce qu'on est protégé par ça ? Contre ça? Non, pas du tout, parce que le problème, c'est un missile qui est extrêmement rapide, il est mirvé, donc en fait, technologiquement, il est très embêtant ce que vous nous dites. C'est une artillerie longue portée, et les Européens n'ont pas d'artillerie longue portée. Nous, la portée maximum, que je sache, c'est le César, une 60 km, donc pas plus que ça. Donc on y réfléchit. On avait le Hades, qui est un missile qui pouvait tirer à 500 km, mais qu'à 500 km. Là, vous avez une artillerie longue portée, donc en fait, une artillerie pour tirer dans la profondeur, qui tire en fait à 2000 ou 3000 km. Guillaume, toute la différence entre la Russie et l'Iran, c'est que la Russie et les États-Unis, effectivement, ces deux puissances nucléaires, elles sont toutes les deux tenues en échec pour l'instant. Mais il y en a une qui continue la guerre, et c'est la Russie. Et en fait, c'est ce qui fait que autant les Américains peuvent prendre leur paume, entre guillemets, effectivement, ils passent un sale quart d'heure, mais Trump expliquera que ce sera une victoire. Alors que pour les Russes, c'est impossible, parce que je pense que le régime de Poutine ne tiendrait pas, et donc il se montre plus agressif, et ça, c'est un vrai questionnement pour les Européens. C'est-à-dire que quand on voit la capacité des Russes à envoyer ce missile, quand on voit sa portée dont Père de Jong parlait, est-ce que les Européens, membres de l'OTAN, peuvent raisonnablement se passer de la protection américaine face à un tel ennemi et compte tenu de leur impréparation. Je pense qu'en ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acquis, c'est le découplage entre les États-Unis et l'Europe.
Non, je suis d'accord sur tout le raisonnement, sauf le fait initial qui est de dire que Donald Trump peut accepter la défaite. Et je trouve la comparaison de Père de Young très pertinente. Je pense que le grand danger de cette situation, que ce soit au Proche-Orient ou sur le territoire ukrainien, c'est que vous avez deux personnages qui n'acceptent pas qu'ils ont perdu, qui ne savent pas acter cette défaite, qui ne sont incapables de le faire, et c'est ça qui les rend extrêmement dangereux. D'où ce tir de missile Oreshnik, qui, en plus d'être un crime de guerre absolument odieux et effrayant, démontre, si vous voulez, plus une démonstration de frustration et d'impuissance. C'est une manière à nouveau de menacer effectivement les Européens, etc., que une manière, j'allais dire, de conquérir des territoires. Qu'est-ce que Vladimir Poutine vient de conquérir là ? À part nos cerveaux, dans lesquels il répand de la terreur en faisant ce genre de démonstration. Oui. Je persiste à penser que Trump et Poutine ne sont pas dans le même état d'esprit, parce que Poutine a toujours dit l'Ukraine, elle est à nous, elle a vocation à rester dans l'orbite russe, alors que Trump, dans le passé, regardez ce qui s'est passé avec le Danemark, avec le Groenland. On a dit ici pendant des semaines, ah là là, il va y avoir la guerre, Trump veut récupérer le Groenland. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Européens ont montré des dents à juste titre, quand ils ont envoyé des troupes sur place, Trump a dit bon ok, finalement on va s'arranger. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Canada ? Vous vous souvenez que Trump voulait annexer, à ma connaissance, le Canada est toujours un pays indépendant. Trump réoriente. Et voilà, donc je pense que c'est pas du tout le même état d'esprit. Oui, Vladimir Poutine, lui, il réoriente pas du tout. Non. On eût pu croire le 9 mai dernier, lors de la grande parade, enfin qui n'était pas si grande d'ailleurs cette année, sur la place Rouge, qu'il a prononcé cette phrase quand même, Darius, souvenez-vous, en disant la guerre en Ukraine s'approche de la fin. Donc tout le monde a commenté en se disant qu'est-ce que veut dire Vladimir Poutine. Bon, on a le résultat. Vladimir Poutine n'a absolument pas changé. Il reste sur les mêmes buts qu'il n'a pas encore atteints. Et Volodymyr Zelensky, de son côté, alerte sur le fait que la Biélorussie serait en train possiblement de redevenir ce biais à travers lequel les Russes pourraient attaquer l'Ukraine. Et je souligne que Emmanuel Macron, le président français, a téléphoné à Alexander Loukachenko, le président de la Biélorussie. Et ils se sont pas téléphonés depuis 2022. Ils se manquaient. Peut-être. En tout cas, ils se sont téléphonés hier pour justement discuter. Emmanuel Macron lui a dit qu'il fallait évidemment éviter que la Biélorussie serve à nouveau de cela. Mais il y a des velléités en Europe de plus en plus vocales pour reprendre langue avec Vladimir Poutine. Il y a une incertitude de la dissuasion quand on regarde ça. Vous qui avez été jeune giscardien, Guillaume Roquette, je ne sais pas si vous vous rappelez que... le coup de pied de l'âne. Je sais pas, alors... Giscard, après le pouvoir, a dit cette chose incroyable. Moi, si le territoire français avait été envahi par les Russes, je n'aurais pas appuyé sur le bouton nucléaire parce que, à choisir, j'aurais préféré une France existante, même occupée, qu'une France anéantie en même temps que la Russie. Et là, on voit qu'on est avec cet Oreshnik à la limite, c'est-à-dire, c'est pas l'arme suprême, certainement pas, mais expliquez-nous, et image en main, à quel point elle est, incertaine dans son danger, c'est-à-dire ce côté où elle se mirve. Expliquez exactement ce phénomène du mirvage. C'est une fusée qui a un barillet. Dans ce barillet, vous avez des fusées. Donc, elles vont monter relativement haut. Et en descendant, en fait, les cibles sont préinscrites dans cette fusée. Et elle va se diviser. Au passage, elle va bouger. Parce que les Russes sont très très bons dans tout ce qui est modification des trajectoires. Donc, si vous voulez, pour arrêter un missile comme ça, il faut le détecter au moment où il décolle. Donc, il faut le radar qui va bien. Le problème qu'on a... Et donc, il y a 6 qui fait 6 x 6 x 6. Voilà, ça, exactement. 6 x 6. 6 x 6. Exactement. Donc c'est énorme, avec une précision qui est redoutable. La meilleure preuve, c'est qu'ils ont tiré sur une ville. Donc en fait, il ne s'est pas trompé d'objectif. Indirectement, il a voulu terroriser les Ukrainiens et les Européens. Il y a un point qui est très important, c'est la vitesse à laquelle il arrive. Donc c'est très central parce que jusqu'à présent, la dissuasion a fait qu'on avait immobilisé en fait la recherche. Mais les Russes n'ont jamais arrêté de travailler, parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler sur la protection anti-missile. Bon, ça coûtait très cher. Technologiquement, c'est très compliqué. Tirer sur un missile, c'est comme prendre une pierre et tirer sur une autre pierre. C'est très difficile. Et en fait, les Russes ont travaillé sur une technologie non pas défensive, mais une technologie offensive. Un exemple, en mirvant. Et puis 2, avec la vitesse, l'hypervélocité, 10 000 km/h. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'un patriote peut arrêter ce genre de missile ? Probablement que oui, un peu, mais on n'en est pas sûr. Et là, vous vous rendez compte, il n'y en a qu'un seul. Alors que les Iraniens ont démontré, lors des derniers conflits, qu'ils saturaient l'espace. Donc de toute façon, si vous avez une bordée de missiles
qui va vers l'Europe et qu'on n'est pas capable d'arrêter, ben, il y en a toujours un ou deux qui passeront. Donc le problème. Je comprends pas, il n'y a que les Russes qui sont capables de mirever, comme vous dites. Non, les Iraniens aussi. On est tous, mais non. Mais eux, ce genre de missile, nous on l'a pas. C'est qu'en fait, s'ils le lancent, on ne sait pas l'arrêter. Et les Américains sont également très mauvais dans le domaine des missiles. Ils sont pas bons. Ils ont travaillé sur les missiles de croisière, mais et le Tomahawk, il date de Mathusalem, littéralement. Il a quasiment 25 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les Américains ont été très conventionnels dans leur manière d'utiliser les militaires, alors que les Russes, eux, avaient une armée, honnêtement, qui l'a démontré en 2022, qui avait des qualités guerrières, je dirais, relativement moyennes, c'est moins qu'on puisse dire. Par contre, dans le domaine des missiles, et dans les missiles de croisière, ils sont pas mauvais, quoi. Le souci, me semble-t-il, bien sûr que le mirevage, c'est un souci parce que ça rend l'interception très compliquée. Moi, j'ai une question, une seule. Est-ce qu'avant de tirer cet Oreshnik, Vladimir Poutine prévient les Européens, les Américains, ne vous inquiétez pas, c'est conventionnel. Parce qu'il est là le danger. Le mirevage, effectivement, ça rend l'interception très compliquée, mais le principal danger, et vous l'avez dit en le présentant, c'est sa dualité. Ouais. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait, dès le départ, quand on voit le petit camion, je crois que la première fois, ils l'ont prévenu, mais depuis, je pense que là, ils ont prévenu également, parce que vous imaginez le cataclysme. Ah, mais c'est sûr. S'il y a une erreur d'appréciation de la nature de la charge et qu'on se dit, c'est peut-être non conventionnel. Et c'est pour ça que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus d'être criminel, c'est proprement effrayant, et c'est fait pour ça. C'est fait pour instiller cette idée que peut-être qu'une fois, on ne vous préviendra pas. Et là, il y aura une décision qui sera prise au sommet, non pas d'un État, mais de 27 plus les Américains et peut-être d'autres, à savoir, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous interromps parce que les choses bougent de l'autre côté, sur l'autre front, c'est-à-dire ce qui se passe autour de la République islamique d'Iran, concernant notamment les réactions des États-Unis et les choix faits ce soir par Donald Trump. D'abord, pour la bonne bouche, si j'ose dire, les échanges de tweets et de contre-tweets. Là, c'est le festival là, en l'occurrence, c'est le consulat général d'Iran alors ils s'expriment tous en Afghanistan. Voilà, il y a vraiment un réseau là de propagande très efficace. Faut dire les choses. Vous parliez, Stéphane, Dieu sait si vous n'êtes pas pro-iranien, de l'efficacité. Oui, ils sont assez efficaces. Alors là, c'est vieille tradition persane. Les lutteurs, il y a les lutteurs persans de toute éternité. Et vous voyez le lutteur persan qui abat le Trump sur le détroit, enfin sur le golfe Persique et précisément sur le détroit d'Ormuz. Guillaume. Oui, effectivement, c'est intéressant d'ailleurs de voir que les Iraniens, pour donner un sentiment de foisonnement d'idées, balancent comme ça les créations. Je suis pas certain que le consulat d'Iran à Mazar-e-Sharif ait vraiment les moyens logistiques pour produire ce genre de choses. Mais enfin, c'est intelligent. La preuve, c'est qu'on reprend les éléments de langage. Comme quoi, ils sont plus organisés que ce qu'on disait, parce qu'on a beaucoup dit la fameuse, l'organisation, mosaïque, ils sont complètement désorganisés. Visiblement, comme vous le dites, si chaque ambassade est en relais très organisé, c'est que tout ça est assez construit. Non, mais ils sont pas du tout désorganisés, les Iraniens. Ils sont très bien organisés. D'ailleurs, même au sein du territoire iranien, ils ont su s'organiser, puisqu'ils ont divisé d'ailleurs le territoire en 31 provinces, si mes souvenirs sont bons, avec des directions, je dirais, décentralisées, qui avaient la possibilité d'ailleurs d'intervenir à chaque moment contre les forces américaines, en tout cas, et les alliés des Américains. Donc ils sont loin d'être désorganisés. Est-ce que vous-même, ça vous a surpris ? Préparé depuis 17 ans. Stéphane Goldin, vous êtes officier israélien. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris de la résistance de l'Iran ? Oui, j'étais surpris. Mais j'étais surpris avec un petit bémol dans ma réponse, parce que je savais que les Iraniens, et on le savait tous, étaient quand même des maîtres en la matière au niveau des drones et des missiles, puisque c'était eux d'ailleurs qui fournissaient la Russie et qui continuent en partie à fournir les Russes. On savait qu'ils avaient développé des missiles à longue portée, on savait qu'ils avaient aussi des missiles à fragmentation qui pouvaient faire énormément mal au territoire israélien. Mais là, plus que ça, la survie. Mais la surprise, elle vient de cette capacité de résistance, et elle vient d'un autre point. Je pense que et les services américains et les services israéliens ont longtemps pensé qu'il y allait avoir une défection au niveau de l'armée iranienne. Je ne parle pas des gardiens de la paix. Et ça a tenu. Je parle exactement. Ouais. Et elle s'est pas faite, cette défection. Vous-même, vous nous en parliez d'ailleurs. Exactement. Vous êtes trompé. Et c'est vrai que les Iraniens qui ont préparé cette guerre depuis de longues années. Mais à ce point-là, pardon, faisons une comparaison. Stéphane Goldin, si en 1947 ou 48, juste avant que les Soviétiques n'aient la bombe, les Américains avaient bombardé, avaient fait une opération pareille en tuant Staline, je répète, juste avant que les Soviétiques n'aient la bombe. Eux l'avaient, les Américains l'avaient, pas eux. Et ils
auraient tué Staline, des milliers de responsables du parti, etc. Et l'Union soviétique aurait su. Je suis pas sûr que Là, ils ont tué Khamenei, ils ont tué des milliers de gardiens de la révolution, ils ont réussi à décécapiter et ce régime se régénère. C'est quelque chose d'assez étonnant. Il y a un système en Iran que, au moment où vous décapitez, vous éliminez, excusez-moi, une personne, vous avez tout de suite le N-1 qui ça c'est de la théorie, mais on sait bien. Mais à un moment donné, c'est vrai que l'élimination déstabilise. Pardon. Si autour de cette table, Gallagher était tué, puis Père de Jong, puis Anne Niva, etc. Moi, je serais un peu déprimé pour être franc, en disant je sais pas, je resterai là. Je pense que je dirais, écoutez, je suis désolé, mais je vais devoir partir. Je serais comme vous, je serais assez désolé aussi. Voilà, je serais désolé, mais l'émission continuerait. Je suis pas sûr, très franchement. Non, je suis pas sûr que l'émission continuerait. En tout cas, toujours est-il que les Iraniens ont su jouer cette capacité de résistance où je pense l'appréciation des services israéliens et américains n'ont pas été jusqu'au bout, avec encore un bémol dans ce que je dis. Je pense qu'il y a eu une volonté des politiques israéliens et américains d'aller très fort dedans. Par contre, s'ils s'étaient tenus à ce que leur disaient leurs services de renseignement, à la CIA et au Mossad, on n'en serait peut-être pas là. Je peux faire de la psychologie ? Je vous sens vraiment fâché ce soir. C'est-à-dire, attendez, laissez-moi faire la minute psychologique. C'est idiot, j'ai honte. Je suis pas fâché. Non, mais je vous observe. Je suis pas fâché, souvent, mais vous êtes un observateur assez froid. Et là, pour la première fois, et je pense que ça correspond à beaucoup d'Israéliens qui ce soir vraiment ont une dent, à tort ou à raison, ça, chacun est libre, mais une dent contre Trump. Je suis pas fâché, mais assez frustré. C'est plutôt une frustration parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer demain ? Et je reste aussi persuadé que du coup, l'Iran risque de se renforcer. Un moment d'attention, on continue la discussion, mais sur le fait militaire, puisque les Américains continuent pendant ce temps à amener toujours plus de moyens. C'est le CENTCOM qui communique sur, et c'est très intéressant à chaque fois, le CENTCOM choisit bien les images qu'il veut amener. L'USS Tripoli, donc les moyens maritimes, le fret, la charge dans les KC-135 qui sont ces très gros avions de ravitaillement, les Américains tiennent à montrer qu'ils continuent à amener en masse, mais vraiment en masse, des moyens. Donc l'hypothèse de la guerre n'est pas non plus complètement éteinte, ou en tout cas la volonté de le montrer. Il faut savoir que les Américains ont 250 KC-135 et une centaine de KC-46. Donc ils ont une capacité de ravitaillement en vol qui est colossale. Ce qui veut dire les avions américains, ils volent quasiment tout le temps. Ils sont ravitaillés en permanence, donc ils ont une présence en l'air qui est incroyable. Encore une fois, cette démonstration de puissance, malheureusement, elle ne s'est pas concrétisée par des résultats effectifs. Encore une fois, le fait d'avoir du matériel, de le montrer, et puis de faire des grandes démonstrations, ne suffit pas en soi, dès lors que vous avez mal géré votre affaire. Ils ont une doctrine qui s'appelle choc et effroi. Ils l'ont pas fait. Alors, ils ont tiré 13 000 missiles, etc., etc. Mais sur des choses extrêmement ciblées, des objectifs qui n'étaient pas du tout stratégiques. Ils ont tiré sur des lanceurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils amènent encore, franchement, là on parce se que dit, c'est la planification. C'est bon, là on a compris. Je connais bien la planification. Je peux vous dire, les Américains, je le connais très très bien. Le problème, c'est de planifier depuis 3 mois. La machine roule. Vous savez que moi, je suis parti en Somalie avec les Américains, donc de Vannes, avec mon régiment. Vous vous rendez compte qu'on était géré par les Américains quand on partait de Vannes. On mettait nos engins sur des trains. On devait arriver à Toulon à je sais pas quelle heure. Mais alors c'était le genre rendez-vous entre 14h45 et 14h53. Si vous n'êtes pas là à 53, vous êtes décalé de 3 heures ou 4 heures. Ils avaient des solutions de rechange, etc. C'est extrêmement impressionnant. Et vous avez des noria de bateaux, des noria d'avions, etc. C'est colossal. C'est une industrie. C'est vraiment exactement. Donc vous pouvez pas décrocher. Et je pense que les Américains aujourd'hui, ils en sont à ce stade-là. Ils en sont au point où on fonctionne. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que Trump demain matin, il tombe de son lit, où il se coince le bras, il est de mauvaise humeur. Il peut encore appuyer sur le bouton, ça partira comme en 14. C'est ça un peu le problème. En fait, le problème, c'est que cette guerre, elle est paradoxale parce qu'on mélange sans arrêt un aspect politique bizarre et un aspect militaire bizarre. On n'est pas ni dans l'un ni dans l'autre. Théoriquement, les conflits, c'est d'abord du militaire, puis après, au début, il y a pris un peu de politique, puis après, ça finit que de politique. Puis les militaires, ils rangent leurs affaires, ils rentrent à la maison. C'est pas du tout ça. On va assister à une montée en puissance, et moi, je suis intimement convaincu que les Américains, au nom de, ils veulent pas perdre la face, ils vont maintenir une présence américaine militaire extrêmement forte dans le Golfe Persique. Mais ils l'ont dit, de toute façon, pour continuer à négocier, pour bien négocier, il faut
continuer à avoir cette présence militaire. Ils ont parlé de encore 30 à 60 jours pour régler cette question du nucléaire qui est loin d'être réglée, période pendant laquelle toute l'armada militaire va rester là et se renforcer, avec la possibilité, comme le dit Pierre de Jong, que Donald Trump puisse repartir immédiatement. On n'est que à un préaccord, ce que dit Anne est exact. C'est un protocole d'accord. Protocole d'accord, MOU, mais je ne sais pas comment traduire ça en français. Protocole d'accord. Un pré-protocole d'accord. C'est un memorandum. Memorandum of Understanding. Ouais. Donc effectivement, ils vont garder leurs troupes au moins les 60 jours. Voilà. Et on peut imaginer que si, comme d'habitude, on repousse à chaque fois, ils peuvent rester un certain temps. D'où aussi la volonté de Donald Trump de vouloir régionaliser cette affaire-là, parce que tout à l'heure Pierre de Jong parlait des avions ravitailleurs qui étaient à Eilat. Il n'y en a pas qu'à Eilat, il y en a aussi en Jordanie. Bien sûr, d'ailleurs. Et donc on voit très bien. Ben Gurion aussi là. Ben Gurion, on est rempli. Voilà. Aux Émirats aussi. Il n'y a plus de place pour les avions civils. Il n'y en a pas beaucoup qui atterrissent actuellement, je vous rassure, malheureusement. Mais toujours est-il que il y a actuellement une volonté de régionaliser, et derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de Donald Trump, parce que c'est ça son truc à lui, son traîne, c'est les accords d'Abraham. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Wait and see. Oui, effectivement, je pense que Trump, il est en train de réfléchir à son plan B. C'est-à-dire que le sujet, c'est que c'est un échec militaire. Il n'y arrive pas. Donc, malgré toute cette débauche de moyens, le cessez-le-feu est respecté et on est plus proche, semble-t-il, d'un accord que d'une reprise de la guerre. Mais Trump ne peut pas supporter, même vis-à-vis de ses électeurs, même vis-à-vis des républicains bellicistes dont je parlais au début de l'émission et qui lui reprochent déjà d'avoir capitulé face à un ennemi qui reste très puissant et très dangereux. Il peut pas rester sans rien faire. Donc, il va essayer de donner le plus de gages possible à ses alliés dans la région en disant c'est pas vrai, on vous abandonne pas. Parce que le paradoxe, c'est que cette intervention devait être une démonstration de puissance et finalement, aujourd'hui, on s'interroge sur la capacité des États-Unis à vraiment protéger ses amis, puisque militairement, ça n'a pas été un succès complet, même si ça fait de la peine à Gallagher. Le parti de la guerre est très énervé ce soir. Ted Cruz, qui est un des piliers du Parti républicain, je suis profondément préoccupé par ce que nous entendons à propos d'un accord mis entre guillemets avec l'Iran, poussé par certaines voix au sein de l'administration. Ce serait une erreur désastreuse, dit-il. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens qui détestent et dénoncent l'accord ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dénoncer et détester cette guerre. C'est cette guerre qui mène à cet accord. C'est cette guerre qui donne ce résultat auquel ils sont confrontés. Et cette idée qu'on va taper un petit peu plus fort et on aura une issue différente. Je cherche le mot poli pour décrire ce que j'en pense. Mais voilà, ce sont les mêmes personnages qui, depuis des années, voire des décennies, poussent à la guerre, poussent à l'aventurisme, notamment proche du Moyen-Orient. Est-ce qu'on ne peut pas retourner ce que vous dites, l'argument que vous donnez, est-ce qu'on va le retourner en disant au moins Trump est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ficelle que n'était Bush, par exemple. Ça marche pas. Il essaye, il réoriente sa stratégie. Il ne s'entête pas, par exemple, que Bush fils. Il n'a pas, par exemple, hasardé la vie de dizaines de milliers de soldats sur le sol. Il peut se retirer sans beaucoup de peine, à vrai dire, sans beaucoup de frais. Et on retrouve ces discours. Dizaines de milliards de dollars en frais. Non, je vous dis sans beaucoup de frais. Alors, si, l'économie américaine, il y a des endroits où le gallon d'essence est au-dessus des $5. Donc je peux vous dire que cet argument des frais... La bourse porte pas mal. La bourse porte pas mal. Les Américains souffrent beaucoup. En Californie, je crois qu'on est à plus de $6. Du coup, ça va baisser. Structurellement, ça va baisser. Automatiquement, le prix du gallon, le prix du baril va baisser. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important. Le problème, c'est qu'en fait, Trump, il est gentil, en fait. Son problème, c'est qu'on le sait tous, depuis le début de Qu'est-ce que vous entendez par gentil là? C'est-à-dire qu'il est pas pro-guerre. Il a toujours dit dans ses discours, il est pas belliciste. Il voulait pas de conflit, etc. Il a toujours été sur ce modèle-là. Donc lui, il tient parole, c'est ça. Non, je veux dire, c'est pas son truc. Ouais. Puis il voit bien qu'au bout de 5 semaines, ça n'a pas fonctionné. Donc là, il dit comment on fait, etc. Le problème, quand on commence une guerre, on la termine. Et lui, l'armée française est bien divisée. Vous êtes assez pro-américain comme ça s'entend. Parce que vos adjectifs, c'est souvent gentil, sympa, décontracté.
décontracté, etc. Quand on entend d'autres généraux, je ne citerai pas de nom, qui ont aussi les cheveux un peu blanchis sur leur nez comme vous. Oui. Alors c'est une autre limonade. Hein. Voilà, écoutez, on a tous nos impressions, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal de lancer un conflit, de ne pas le terminer. Il ne fallait pas qu'il le commence. Mais non, oui, enfin, il fallait qu'on le termine. La guerre, c'est la guerre. Oui, parce qu'il l'a pas fait. Bah écoutez, il l'a pas vraiment fait. Voilà, peut-être, on est d'accord. Enfin, en Afghanistan, c'est la même chose. Il a perdu. Quand j'étais en Afghanistan, on disait qu'il fallait soit pas y aller, soit rester beaucoup plus longtemps. C'est toujours la même chose. La crainte, attendez, je vous donne toute la parole, mais qu'on comprenne bien, expliquez-la d'ailleurs aussi. L'Instagram, qui est alors lui très va-t-en guerre, il a toujours été pour bombarder quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un bombardement. En général, c'est le faux combat. Il apparaît. Excellent. Un mauvais accord mettrait le Hezbollah et les milices chiites sous stéroïdes. Un accord perçu comme permettant à l'Iran de survivre et de posséder la capacité de contrôler le détroit à l'avenir mettra, et là il parle du Hezbollah au Liban, et les milices chiites en Irak sous stéroïdes. Il craint, comme les Israéliens, qu'il y ait une sorte de résurgence encore de tout l'axe iranien. Oui, exactement, parce que c'est ce que je disais au tout début de mon intervention ici. C'est vrai que toute la question des proxys n'est pas du tout traitée dans cette affaire. D'ailleurs, les Kurdes du Kurdistan au nord-est de l'Irak aujourd'hui s'inquiètent de cet accord parce qu'ils se disent si l'Irak n'est pas intégré à cet accord, est-ce qu'il n'y aura pas la continuation des attaques iraniennes sur le territoire irakien? Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations. Israël, c'est vrai, regarde la question libanaise. Est-ce que la question du Liban sera dans cet accord avec la question du Hezbollah, évidemment sous-jacente, et l'aide au gouvernement libanais pour justement traiter la question du Hezbollah? Mais dans le fond, on en arrive toujours au b.a.-ba, et on l'a dit maintes fois sur ce plateau et ailleurs, quels étaient les buts de guerre de Trump? Le but de guerre israélien était très clair, c'était la question de la chute du régime, du nucléaire, des proxys. La question du but de guerre de Trump était relativement floue tout au long de cette guerre. Et aujourd'hui, quand on voit ces interventions, on voit que d'ailleurs tout ça est lié à ce flottement. Revenons. Et Stéphane, très intéressante déclaration de Rubio, secrétaire d'État, qui précisément reparle des proxys de l'Iran, des alliés de l'Iran dans la région, et qui dit les États-Unis se tiennent fermement aux côtés du gouvernement légitime du Liban, alors qu'il travaille à restaurer son autorité. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas, on va continuer à nous battre contre le Hezbollah. Surtout que le Hezbollah a appelé à renverser le gouvernement légitime libanais aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, je pense, à laquelle Rubio fait remarquer. Passons par Washington. Il se passe des choses à Washington, Armel, notamment le fait que Trump tient aussi à dire oui, le nucléaire fera bien partie, quoi qu'il en soit, dans l'accord. Oui, eh bien en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Trump, il souffle un petit peu le chaud et le froid depuis hier. Le dernier post en date sur son réseau social, c'est une image d'avion prêt à larguer une bombe, pas très engageant, en pleine négociation d'un accord. Mais ce n'est pas si surprenant parce que depuis hier, Trump poste un petit peu tout et n'importe quoi sur son réseau social. Il y a eu ce matin une image générée par intelligence artificielle de deux bâtiments iraniens attaqué par un drone, et puis donc une image très guerrière, et puis 2 heures plus tard volte-face, cette fois-ci un long message qui salue des relations de plus en plus productives avec les Iraniens, et puis le message le plus récent de Trump qui commence par if I make a deal, c'est-à-dire si je passe un accord avec l'Iran. Au final, Trump fait du Trump, et il est très difficile de savoir s'il y aura un accord ou pas. D'ailleurs, tous les Américains avec qui nous avons pu parler aujourd'hui nous l'ont dit, il ne faut pas prendre pour argent comptant les déclarations du président. Merci beaucoup, Armel. Quel est le calcul d'après vous de Trump ce soir? Il se dit quoi exactement, Trump? Il a la main qui tremble, parce que je le redis, si vous voulez, il y a 2 mois pile, il faudrait ressortir le message, il dit, et je cite, « capitulation sans condition ». C'est ça l'objectif, d'accord? Et ce soir, il en est très très loin. C'est-à-dire qu'il est, j'allais dire, confronté à ce qu'on appelle, et vous en recevez beaucoup ici, de la diplomatie, qui consiste à acter la différence, ici en l'occurrence un fossé, entre ce que vous fantasmiez et la réalité à laquelle vous êtes confronté. Et que Donald Trump a produit, où non seulement il a aggravé un problème existant,
à savoir le régime à Téhéran, mais il en a même créé de nouveau, le détroit d'Ormuz. Et il n'arrive à résoudre aucun de ces problèmes. Et pire encore que cela, il est obligé de faire des concessions. Et donc tout cela est effectivement fort pénible. Et est-ce que vous achetez l'autre hypothèse, Alain Boer sur ce plateau dit souvent, Trump, à la fin, il a plus de jetons qu'il en a mis au début. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a moins de jetons qu'il en a mis au début? Il a parlé capitulation, etc. Comme un promoteur immobilier demande 100 pour avoir 70. En réalité, même s'il obtient quelque chose sur le nucléaire iranien, même s'il le retarde de quelques années, c'est quelque chose. Je cède la parole, je voudrais juste dire une chose. Donald Trump, il a raté le mariage de son fils ce week-end. Donc, c'est quoi les jetons que Donald Trump il a sur sa table? Vous pouvez penser, vous savez ce que je pense de Donald Trump? Il a raté le mariage de son fils ce week-end. Pourquoi? Le remariage. Ou le remariage. On peut appeler ça remariage. C'était quand même le deuxième mariage. Il n'aime pas sa future belle-fille, peut-être. Vous êtes dur, là. Non, il y a un titre qui est très ambigu, c'est cultive l'ambiguïté. On sait tous que lorsqu'on la cultive, elle se retourne en général contre vous-même. Donc, en fait, quand vous la cultivez, vous perdez, c'est tout le problème. Et je pense qu'encore une fois, la guerre, la paix, il ne faut pas être ambigu, il faut être extrêmement précis. L'ambiguïté, c'est dans les discussions, dans les négociations. Et là, on est beaucoup trop tôt. Encore une fois, là où on parle, personne ne sait ce qui va se passer. On a vu la liste des 14 desiderata, des 14 points iraniens, et c'est quand même, s'il avale ça, c'est quand même une sacrée feuille de route à avaler quand même. Hein. Donc il n'y a plus d'ambiguïté, ça va être le sac à dos avec une pierre de 50 kilos dedans. Les Iraniens, je vais noter vos expressions. Il y a quoi? Il y a Bitacu, s'il vous plaît. Il y a le sac de Zig et Zag. Non, je pense, Darius, que Donald Trump n'a pas changé d'idée sur le nucléaire iranien, c'est-à-dire qu'il ne veut pas du nucléaire iranien. En revanche, il a accepté un accord, je pense, intérimaire. Donc ce qui a changé chez Donald Trump, c'est sa façon de mener les pourparlers. Donc il est plutôt aujourd'hui entré dans une approche progressive, alors que ça n'était pas le cas auparavant. Une approche progressive qui d'ailleurs ne va pas priver les Iraniens de leur capacité à continuer éventuellement à faire ce qu'ils ont à faire sur l'uranium. Mais on peut se demander si cette approche progressive, parce que c'est ça l'annonce de ce deal, c'est une approche progressive que les Iraniens sont heureux de voir du côté américain. Si cette approche progressive, elle ne va pas priver Donald Trump de moyens de pression dans la négociation. S'il est privé de moyens de pression, eh bien, Darius, Donald Trump, il sera plus faible. Non, mais je pense que effectivement, Trump engagera la seconde étape de la négociation dans une situation très défavorable. Voilà, parce qu'en fait, quel est son moyen de pression sur l'Iran? C'est le contre-blocus. Si le détroit d'Ormuz est libéré, il y a plus de contre-blocus. Alors effectivement, il peut dire aux Iraniens, si vous voulez qu'on lève les sanctions économiques, faut renoncer à votre programme nucléaire. Mais ça va être difficile. Parlons-en justement. Le nerf de la guerre, c'est le nucléaire. Regardez comment en Israël, évidemment, c'est la question obsédante, en particulier pour Netanyahou, parce que s'il perd ça, alors il perd complètement la face. Netanyahou a communiqué à ce sujet-là. C'est les images évidemment de l'aéroport Ben Gurion, vous en parliez, Anne, embouteillage qui est emblématique de ça, qui est rempli maintenant d'avions américains. Netanyahou dit, il poste une photo où on le voit lui et Trump, et il dit, nous avons parlé ensemble avec le président, voilà. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un vœu pieux, ou est-ce que vraiment vous pensez que Trump lui a fait des assurances? Jamais que le nucléaire iranien... C'est juste, d'abord, on se rappelle quand même qu'on est dans une année électorale, que je crois que les élections vont être le 15 septembre. Donc il faut quand même ne pas oublier que dans une année électorale, comme aux États-Unis aussi, il y a, on va dire, un positionnement et des affiches qui sont aussi, on va dire, de la propagande. La deuxième chose, ce qui circule aussi à la fois dans les médias américains, mais aussi israéliens, c'est qu'ils ont quand même donné certaines gages. Maintenant, est-ce que, encore une fois, c'est Donald Trump, est-ce qu'il les tient? Même s'il le dit, est-ce qu'il va les tenir? On a quand même entendu dire, la semaine dernière, il fera ce que je veux qu'il fasse. Donc, il faut toujours, je pense, comme beaucoup d'alliés aujourd'hui le font, se méfier de ce que Donald Trump dit et voir ce qu'il fait. D'autant que, encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc ce genre de choses, effectivement, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Pourquoi très concrètement? Je veux dire qu'aujourd'hui, Trump, il aura le sentiment de gagner la guerre si Hormuz est libéré.
c'est le point de départ. Donc en fait, il n'aura pas de gain. Donc le problème, il est là. Et pourquoi il veut ça? Parce que ça veut dire que c'est le prix du baril qui va redescendre, l'économie va retrouver et puis tout le monde pousse à ça, les Européens. Les alliés dans le Golfe. Tout le monde veut retrouver la vie normale. Donc en fait, c'est ça qu'on veut. Colonel, entrons dans un peu de technique. C'est-à-dire, si les Israéliens décident d'aller seuls, c'est-à-dire de dire on continue, nous on bombarde, c'est une hypothèse, prenons toutes les hypothèses. Ils l'ont déjà fait en plus. Est-ce qu'ils en ont les moyens? C'est-à-dire, rappelez-vous, les B2, eux, ils n'en ont pas. C'est les B2 américains qui avaient frappé en juin 2025. Cette fois-ci, contre le nucléaire, on ne sait pas très bien ce qui a. Vous savez, ce qui a frappé les sites nucléaires cette fois-ci? S'il y a eu des frappes, quelles frappes, etc. Quel moyen? Non, justement. Donc, si les Israéliens se disent, prétendent dire, voilà, nous, on continue, on va bombarder, ils le feront comment? Écoutez, Israël a la capacité technique, tactique, militairement, de pouvoir intervenir seul en Iran. Elle l'a déjà prouvé au mois de juin dernier, elle pourrait le refaire. Maintenant, ce serait qu'une frappe ou une attaque ponctuelle, elle ne pourrait pas avoir la capacité d'attaquer le territoire iranien sur du moyen long terme. La question est de savoir si Israël devait intervenir maintenant sur le territoire libanais, quelles seraient exactement les cibles. Est-ce que ce serait le nucléaire? Mais là, c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, il faut des avions iraniens. Et ce sont les Américains qui les ont. La question aussi, c'est que il y a eu cette trêve qui a permis aux Iraniens de préserver leur arsenal, de le reconstituer aussi et de le sauvegarder. Surtout l'uranium d'ailleurs et surtout les questions nucléaires. Donc probablement qu'ils l'ont en plus un peu plus sauvegardé. Donc ça va être encore un peu plus compliqué. Il y a quelques semaines, j'étais sur ce plateau, j'aurais pu vous redire ce que j'ai dit. Ouais. Oui, probablement, si avec les Américains, il peut y avoir une intervention au sol avec des opérations commando, peut-être. Aujourd'hui, non. Le sentiment en Israël, vous êtes avec nous Nicolas Rouget, en Israël, est-ce que domine toujours cette sorte de frustration, c'est le mot que vous utilisiez, colère, mécontentement d'Israéliens qui se disent tiens, Trump nous a lâchés en cours de route? Oui, tout à fait. Alors, il y a un mécontentement par rapport à cet accord lui-même, évidemment. Est-ce que cela peut représenter par rapport au nucléaire iranien, mais aussi par rapport à son programme balistique, par rapport aux accords avec les proxys, évidemment. Et puis, il y a deux autres choses qui inquiètent les Israéliens très clairement ce soir, c'est la guerre avec le Liban, évidemment, qui continue maintenant, la guerre avec le Hezbollah au Liban. Est-ce que la liberté d'action israélienne sur le territoire libanais pourrait être entravée par cet accord qui sera peut-être signé dans les heures qui viennent? Il y a un troisième axe aussi, on en parle beaucoup ici, c'est le fait que cela représente peut-être un plus grand désaccord entre l'administration Trump et les Israéliens, qu'ils ne voient pas le monde d'un certain côté du même œil. Alors il y a des nouvelles qui sortent ce soir comme quoi peut-être que Trump serait en train de pousser ses alliés arabes dans le Golfe à aller vers une normalisation des relations avec Israël, ce qui pourrait redessiner la carte évidemment des relations stratégiques ici au Moyen-Orient. Mais évidemment, rien n'est de moins sûr et pour les Israéliens, c'est très difficile de penser que l'allié américain ne sera pas à 100% derrière eux dans les décisions qu'ils doivent prendre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, alors qu'une élection arrive, alors que aussi évidemment le problème, la situation avec les Palestiniens devient de plus en plus compliquée pour les Israéliens de gérer, qui n'ont pas de plan pour Gaza, qui ont de plus en plus de problèmes en Cisjordanie, en particulier avec les Européens. Donc évidemment une situation stratégique complexe et si les Américains ne sont pas là pour assurer les arrières, ça d'un côté, pour les Israéliens vont se sentir très seuls. Donc il y a le problème iranien, il y a aussi le contexte plus global à regarder pour eux. Merci beaucoup Nicolas Rouget. Père de Young, vous êtes le militaire, colonel. Est-ce que les Israéliens peuvent tenir longtemps si les Américains leur disent on arrête? Non, parce qu'en fait c'est pas une question militaire, c'est une question politique. Et dès lors qu'il n'y aura pas l'appui américain, ben en fait ils pourront faire plein de choses. L'armée israélienne, Tsahal, c'est une armée qui est puissante. Ils ont 300 ou 400 avions. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais bien évidemment, ils peuvent pas durer. Il faut un cadre politique. Encore une fois, l'isolement de Israël va leur coûter relativement cher. D'autant qu'on a réalisé dans ce conflit, c'est que les Iraniens ont gagné une guerre. C'est quoi? C'est la guerre de l'initiative. Qui a eu l'initiative? Dès que les Américains ont lancé les opérations le 28 février, qu'est-ce qui s'est passé? Les Iraniens ont mis en place un blocus et ils ont commencé à bombarder l'ensemble des pays du Golfe. Ils ont pris l'initiative et ça a complètement sidéré les Américains et Trump. Donc c'est vrai qu'au milieu de tout ça, les Israéliens, ils l'avaient pas prévu parce qu'encore une fois, avoir l'initiative, c'est avoir du renseignement. Ils avaient du renseignement, mais celui-là, ils l'avaient pas. Donc c'est vrai qu'ils pourraient éventuellement continuer. En fait, les Israéliens ont un problème de fond avec quoi? Le nucléaire, ça va se gérer progressivement. C'est le problème de la guerre qui est engagée au Liban Sud. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont une brigade qui est engagée. Qu'est-ce qu'on fait? On la recule. Est-ce que les Hezbollah recommencent à tirer des roquettes sur Israël? Donc le contexte est relativement dense et compliqué pour les Israéliens. Est-ce qu'il y a des moyens de sanctuariser le nucléaire iranien? On a entendu toutes sortes de variantes. Trump disant on va faire un cercle de la mort où
toute personne qui s'approche du nucléaire est foudroyée. On a la version, c'est déjà à demi enterré, et donc de toute façon, voilà, on a la version, il faudrait d'autres GBU pour pénétrer très en profondeur. C'est l'illustration qu'on a là. Est-ce que quelqu'un, d'après vous, le sait ? Écoutez, moi je vis pas au pays des bisounours. Et donc, au pays des bisounours, il n'y a pas ce genre de cercle magique. de cercle. Je pense concrètement qu'on est face à une situation qui est relativement complexe. Parce que dans le fond, les Iraniens, quand on regarde, dans leurs négociations, ils ont rien lâché. Sur le nucléaire, sur les proxys, sur les questions des missiles balistiques, pour l'instant, on n'entend rien. On ne sait pas ce qu'il y a, évidemment, dans la feuille de route. On ne sait pas ce qui va se passer par rapport au Liban. La seule chose, par contre, qu'on a appris, et c'est ça qui pourrait être inquiétant, ça serait qu'il y aurait peut-être une levée du gel des avoirs iraniens. Partiel. Mais ça veut dire que c'est quand même, il me semble que j'avais lu le chiffre de 100 milliards. Ça peut leur donner un oxygène incroyable. Donc ça veut dire concrètement que les Iraniens, dans cette situation, et je me mets à la place des Iraniens, mettons-nous à la place des Iraniens. Lesquels ? Je parle des... Non, voilà, merci des dirigeants, pardon, pas du peuple iranien. Merci de le préciser, Gallagher. Les dirigeants de la République islamique, ils se disent dans le fond, c'est win-win cette affaire. Maintenant, on va pouvoir se restructurer, on va pouvoir réenrichir, parce qu'ils ont toujours dit qu'ils continueraient à avoir de l'uranium, à continuer à enrichir leur uranium. Ils n'ont jamais démenti sur ce point. Mais pardon, j'aimerais votre réaction sur ce plateau à votre pessimisme. Moi, je suis frappé. Vous, les Israéliens, vous avez tué Khamenei. Vous avez tué peut-être 3000, combien de gardiens de la Révolution ? Pas mal. Combien ? Quelques centaines. Quelques centaines, voilà. Vous avez tué Agnier, vous avez tué Sinoir, vous avez tué combien de gens du Hezbollah ? Plus de 200 aussi. Oui. Ouais, et mutilés quoi, non, des milliers. Je parle des responsables. Voilà. Oui. Et après tout ça, vous avez l'air de dire, au fond, l'Iran est aussi fort qu'avant, avec ses alliés aussi. Non, mais je veux une réaction sur ce plateau. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que vous entendez ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est Israël qui exagère un peu la menace, ou est-ce qu'effectivement l'Iran est une telle pieuvre qu'elle se régénère plus qu'on ne le pensait encore ? C'est-à-dire que, il y a eu 37 jours de bombardement, 13 000 cibles, et le régime est toujours debout. 2, les Iraniens ont découvert qu'ils avaient une deuxième bombe atomique qui s'appelle le détroit d'Ormuz, et avec lequel ils pouvaient menacer l'économie mondiale. Et donc, face à ça, il n'y a pas de riposte militaire, semble-t-il, puisque les Américains sont en train de prendre leur paume. La seule chose qui pourrait être un peu encourageante, c'est que dans ce protocole d'accord dont on parle tout à l'heure, selon ce qu'en dit Axios, qui est un site américain en général bien renseigné, il y a quand même une suspension de l'enrichissement d'uranium par les Iraniens et une élimination des stocks. C'est-à-dire à peu près d'ailleurs ce qui était prévu en 2015. Mais si effectivement on arrive à ça, alors Trump n'aura pas tout perdu. On passe par le spécialiste de la chose aérienne, Michel Polaco. Michel Polaco, vous êtes avec nous. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Joyeuse Pentecôte, Michel Polaco. Michel Polaco, il sort de sa belote, c'est pour ça qu'il est de bonne humeur, ça veut dire qu'il a gagné, sinon il n'est pas comme ça. Michel Polaco, est-ce que les Israéliens, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, ont les moyens de détruire eux seuls ou de continuer à détruire le nucléaire iranien ? Je ne crois pas, parce que le problème qui est posé, et qui se pose aux Américains aussi, c'est le problème du manque de cibles. C'est-à-dire que tout ce qui était visible, connu, tout ce qui ressortait du renseignement et qui permettait d'attaquer, je dirais, la machine nucléaire iranienne, parce que le nucléaire, ce n'est pas que les centres d'enrichissement, ce ne sont pas que les stocks d'uranium enrichis à 60%, c'est aussi les laboratoires, c'est aussi tout un tas de sites et d'infrastructures qui sont nécessaires pour fabriquer et l'arme et le lanceur et tous les systèmes qui vont avec. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui a été détruit par les Américains et par les Israéliens, certainement ça a profondément amoindri les Iraniens. Ça veut dire que certainement il y a moi je pense des années qui sont gagnées, mais les années gagnées, c'est probablement pas suffisant, parce qu'une opération comme celle qui a été montée par les Américains et les Israéliens, c'est une opération très exceptionnelle. On ne peut pas refaire ça tous les 3 ans ou tous les 5 ans. C'est pas possible. Surtout si ça se termine pas par un accord, je dirais, supportable et digne. Donc voilà, les Israéliens, ils peuvent pas tout seuls faire ce qu'avec les Américains, ils ne sont pas capables de faire.
Pierre de Jong. Oui, bien évidemment. Il n'y a pas de possibilité parce que de toute façon, il y a des limites, il y a des contingences. Les contingences militaires, c'est les appuis, les alliés, le renseignement, les munitions et puis tout. Donc encore une fois, l'isolement, pour eux, c'est dramatique. Le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les Trump va obliger les Israéliens à quitter le Liban Sud? Parce qu'en fait, c'est la menace de court terme. Et ça, c'est le vrai sujet pour eux. À la limite, encore une fois, l'Iran, c'est un peu plus loin. Mais pour le coup, là, ils voulaient se créer une espèce de zone tampon entre eux et le Liban. Bon, alors c'était une stratégie qui était menée, qui coûte cher, qui a été douloureuse pour les Libanais. Est-ce qu'ils vont repartir ou pas? Probablement que Trump, il l'a dit la semaine dernière, il a dit, il fera ce que je lui dirai de faire. Donc en fait, il va tordre le bras en fait à Netanyahou, il dit voilà, tu rentres à la maison, tu auras des accords peut-être, on va gérer ton truc, il y aura pas de nucléaire, il y aura un mémorandum, n'importe quoi. Donc bilan de l'opération, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans cette situation là dans 5 ou 10 ans, on mettra la gomme et puis ça redémarrera. Les Israéliens ne pourront pas. Je veux dire que ce que je sais de l'Iran, c'est que l'Iran n'arrêtera jamais le combat vis-à-vis d'Israël. C'est la base de la base. À moins que les Iraniens d'un seul coup se retrouvent en train de décider qu'ils allaient mettre en place un système de paix et de fraternité sur le Golfe Persique, ce qui est pas impensable non plus, parce qu'au point où on en est, tout est possible. Mais c'est vrai que c'est littéralement impensable. Donc pour les Israéliens, il y a quand même un sentiment d'abandon et je peux comprendre le colonel là qui est dans une situation un peu délicate, où bien les Israéliens perçoivent évidemment qu'ils sont abandonnés par les Américains. Et c'est pas la première fois que les Américains le font. Ils l'ont fait déjà un nombre de fois relativement. Michel Polaco, est-ce que Trump a en main le pistolet pour donner un coup? Enfin, est-ce que les Iraniens ont de quoi avoir peur? C'est-à-dire, si vraiment les Iraniens tirent trop sur l'élastique, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, mais je reconnais que la situation est tout à fait complexe. Mon sentiment, c'est que les Américains ont quand même fait de gros dégâts avec les Israéliens en Iran, qu'ils ont quand même fortement amoindri la direction politique du pays. Alors c'est vrai que le pays résiste, mais c'est vrai aussi que je pense que leur système d'armes a été très très touché. Je suis quand même assez étonné qu'on voit quasiment plus de missiles balistiques, quasiment plus de drones Shahed. C'est quand même pas tout à fait normal vu la situation. Ils pourraient très bien en profiter. Donc ça veut dire que je pense que tout ce chemin-là a été parcouru. Alors maintenant, voilà, c'est une guerre des nerfs. Il faut essayer de voir lequel des deux est capable de tenir le plus longtemps. D'un côté, Trump avec ses échéances politiques qui, à mon avis, sont pas majeures, mais bon, il y en a qui le pensent. Et puis les Iraniens qui apparemment font le ventre mou et ont l'air de pouvoir tenir à l'infini et qui quand même doivent beaucoup souffrir de la situation économique, de la situation intérieure. Et il n'est pas impossible quand même qu'à un moment ou à un autre, les Américains essayent de faire bouger tout ça et rajoutent de la gêne à la gêne. Voilà, parce que c'est vrai que toutes les infrastructures quasiment dans le pays, en Iran, fonctionnent. Les routes, les voies ferrées, l'électricité, le téléphone, etc., etc. Bon, ils sont quand même. On n'a pas vu ça dans les guerres précédentes. Il y a un point très important, vous savez, c'est que, une guerre, donc il y a un contact initial. Les Américains appellent ça le choc et effroi, etc. Donc on dit, après, il faut exploiter. Et c'est étrange. Et je pense qu'on va travailler ce conflit dans les écoles parce que il y a une guerre qui se mène et elle n'est pas exploitée. Ça s'arrête comme ça. Un matin, il se lève, il dit, on arrête. Et c'est incroyable. Pourquoi a-t-il lancé l'opération initiale? Puisqu'on a bien compris que les Iraniens n'allaient pas craquer puisqu'ils tiraient sur le Golfe Persique. Donc ce manque d'exploitation, c'est une erreur majeure. En fait, du coup, maintenant, Trump est en situation extrêmement délicate. Il va gêner, il va essayer de discuter avec les Iraniens qui aujourd'hui mènent le tempo. C'est eux qui disent voilà, on va ce qu'on va faire, voilà ce qu'on peut faire. Donc c'est délicate, mais il est à la manœuvre et c'est lui quand même qui tient le gouvernement. Voilà. Restez avec nous, Michel Polaco. Quand on voit de quelle façon, visiblement, il a forcé le bras de Netanyahou. Axios rapporte Benjamin Netanyahou est déchiré. Il est inquiet au sujet de l'accord en cours de discussion. Il a exhorté Trump à lancer une nouvelle série de frappes. Visiblement, il a échoué. Précédemment, on avait rapporté cette expression, il a eu les cheveux en feu après un coup de fil nocturne avec Trump.
Trump a brutalisé Netanyahou. Visiblement, ça enlève un argument à ceux qui disent Netanyahou faisait de Trump ce qu'il voulait, Elisabeth. Ah non, c'est cette question, et c'est intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on le dit. On le disait aussi au mois de juin. On disait il s'était fâché que Trump lui avait tordu le bras. Bon, 48 heures plus tard, il y avait des frappes sur Iran. Donc je me méfie toujours de ces fuites, notamment chez Axios. Ça peut aussi être un moyen pour l'administration américaine de dire c'est nous qui gardons la main. Mais on le voit en Israël. Moi, j'ai parlé beaucoup avec des collègues israéliens aujourd'hui. Effectivement, il y a cette impression que Trump, on va dire, a lâché un peu Netanyahou, qui a aussi, avec toutes les inquiétudes qui vont avec, bien évidemment. Ce qu'on sait, c'est qu'au mois de juin, quand il a dit stop, alors que peut-être au mois de juin, il aurait fallu continuer, il a été écouté. Donc on imagine que tordre le bras, c'est pas totalement... Regardez quand même l'image la plus emblématique. C'est une image extraordinaire. Des derniers mois, c'est peut-être la plus extraordinaire. On est en septembre 2025, quand Trump... oblige Netanyahou à appeler le Qatar, déjà, c'est le problème, pour présenter ses excuses plates sur le fait qu'en ciblant des dirigeants du Hamas pendant les négociations sur les otages, Israël a violé la souveraineté du Qatar. Et cette image, elle est vertigineuse. On voit Trump, il lui a dit, il prend l'appareil sur les genoux, il dit, mon vieux, tu appelles maintenant, pas demain, après-demain. Non, vous savez, devant moi. C'est comme c'est photographié. Tu appelles maintenant tout de suite et c'est cette image. Oui, je la trouve vertigineuse. C'est vertigineux parce que c'est d'une cruauté absolument incroyable. Et en plus, le problème, il y a un photographe donc, à la Maison-Blanche. On dit, le gars fait des photos, parce que dans ce genre d'entretien, il n'y a pas de photographe. On prend un pool, ou le photographe de la Maison-Blanche, mais il photographie pendant un quart d'heure, puis il s'en va, il sort. Là, le gars, il est là. C'est ce qu'on fait, vous savez, quand on a un ou une ado à la maison qui vous dit, non, mais je ferai ça demain, tu dis, fais maintenant, tiens, regarde, je prends le téléphone, je fais le numéro pour toi, tac, 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 tac. Maintenant, tu appelles pour ton stage, je ne sais pas quoi. Voilà, moi j'ai une ado. Tu appelles maintenant pour ton stage. On a tous eu des ados à la maison. Vas-y. Et ça, c'est cette photo, et merci de la montrer. Donc, elle est en noir et blanc, donc elle est stylisée, elle est esthétisante pour essayer, j'allais dire, de calibrer un peu le message et pas trop vassaliser Netanyahou dans ce moment. Mais tout à l'heure, on avait une conversation sur les accords d'Abraham. Aujourd'hui, ça c'est Axios que vous citez beaucoup depuis tout à l'heure qui le rapporte. Trump a parlé à la fois au Pakistan et aux Saoudiens, et il a poussé cette idée de tiens, si vous normalisez avec Israël, vous savez ce que c'est la réponse ? C'est un long silence, à tel point que Donald Trump dit est-ce que vous êtes encore là, vous êtes encore en ligne ? Il a fait une blague. C'est-à-dire qu'il est en train d'appeler ces mêmes pays qui ont été, certains, le Qatar probablement, ciblés par Israël, pour leur dire tiens, vous allez rigoler. Si vous rejoindriez les accords d'Abraham. Donc il y a encore beaucoup de chemin avant que Israël ne soit perçu comme étant, j'allais dire, une force de stabilisation de cette région par les autres acteurs régionaux. Et soit dit en passant, tout à l'heure, on a eu une conversation sur Netanyahou. Ce qui est en train de s'effondrer sous ses yeux, et c'est l'œuvre de sa vie, c'est la fameuse doctrine Netanyahou, qui est la résolution du problème iranien par la force. Et derrière, j'allais dire, la réorganisation de la région à la faveur d'Israël par le biais de l'utilisation de cette force. Ça n'a pas produit l'effet escompté et aucun autre président américain ne s'y aventurera. Donc c'est un chapitre qui se refait. Cela étant, ce Trump capable d'être dur avec tout le monde, y compris même avec son allié Netanyahou, est-ce qu'il peut recomposer la région ? Regardez ce tweet qui est à la fois très excessif et peut-être qu'il y a un message plus pragmatique quand il présente l'Iran comme le 51e État des États-Unis. Alors ça c'est la version Trump. Les Iraniens lui ont répondu, réponse du berger à la bergère, en mettant, regardez, les États-Unis comme République islamique d'Amérique du Nord. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça dit quelque chose ? Quand Trump a l'air de dire au fond, peut-être qu'on peut s'entendre avec l'Iran, peut-être qu'à la fin l'Iran peut être un partenaire, un ennemi bien sûr, mais un ennemi avec lequel on peut discuter. Je pense que c'est un peu un pis-aller, c'est-à-dire que c'est évidemment pas ce que pense Trump, mais l'une des raisons pour lesquelles sans doute il est en froid avec Netanyahou, c'est qu'il a un peu de mémoire et qu'il se souvient comment est-ce que Netanyahou était venu le voir avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs pour lui promettre que ça allait être l'affaire de quelques jours. Et finalement, on en est à mars, avril, mai, à 3 mois de guerre et ça ne fonctionne pas. Donc c'est encore une fois la qualité de Trump, c'est que c'est pas un idéologue. Donc il a essayé il a essayé un bras de fer avec les Iraniens. S'il n'y arrive pas,
il va prendre sa paume entre guillemets et puis il va dire puisque je peux pas vous avoir par la force, je vais essayer de discuter avec vous. Rappelez-vous, la stratégie en novembre, Trump présente sa stratégie et il dit nous, on cherche pas à tout prix à imposer la démocratie, on n'est pas des démocrates, on n'est pas Madame Clinton. S'il y a des États non démocratiques mais avec lesquels on peut traiter, il n'y a pas de problème. Oui, mais est-ce que c'est le vrai Trump là qu'on retrouve au fond qui estime qu'il a essayé de faire tomber le régime, mais sinon il est prêt à discuter avec lui? Non, parce que dans cette doctrine de sécurité américaine dont vous parlez, il y a aussi l'idée que les alliés dans la région des États-Unis ne doivent pas être mis en danger par ces pays, parce que c'est pas parce que Trump n'est pas dans le messianisme démocratique qui était celui des néoconservateurs américains que pour autant il considère pas l'Iran comme un problème. Et malheureusement, le danger iranien, en particulier pour Israël, il demeure si on sort de cette guerre comme ça semble être le cas, c'est-à-dire par un accord où en gros les Iraniens n'auront pas concédé grand-chose. On est dans le fond. Ce qui se passe en Israël, c'est qu'on a cette impression qu'il y a eu une fenêtre de tir, et cette fenêtre de tir, concrètement, il n'y en aura pas d'autre. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, Donald Trump quittera ses fonctions dans 2 ans. Je ne sais pas qui sera le prochain président des États-Unis, mais en tout cas, il ne reviendra pas sur une opération de ce type-là, et ça ne reviendra pas avant longtemps. Et quelle majorité parlementaire dans quelques mois? Exactement. Et donc, du côté israélien, on sent cette frustration qui vient essentiellement de cette fenêtre de tir ratée. Maintenant, vous savez, moi je suis quelqu'un qui suis relativement optimiste et qui essaye de regarder le verre à moitié plein dans cette affaire. Aujourd'hui, concrètement, où on en est, et Israël, comment va pouvoir, je dirais, sortir? Alors, accord d'Abraham, peut-être, peut-être pas. Pour l'instant, tout ça est très vague. Pour Israël, pour l'instant, la première question essentielle va être maintenant de se focaliser sur la question libanaise. La question libanaise va être le focus, avec aussi la question de la Judée-Samarie et du Hamas à Gaza. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir aussi des élections au sein des Palestiniens, avec une véritable bataille entre l'autorité palestinienne et le Hamas dans les mois qui viennent. Et donc tout ça va se jouer et il va y avoir automatiquement énormément de réchauffement, je dirais entre guillemets, de la zone par rapport à ces élections, parce qu'il va y avoir une surenchère sécuritaire sur cette affaire. Mais au-delà de ça, il va y avoir aussi en Israël des échéances électorales. Et Netanyahou veut se maintenir, qu'on le veuille ou non, au pouvoir, même si aujourd'hui il y a énormément de défiance par rapport à l'homme. Et donc, la question est de savoir comment on va s'en sortir. Reste la question libanaise qui va être maintenant cruciale dans les heures qui viennent. À l'échelle de l'histoire, là, cette République islamique d'Iran qui tient, qui résiste à tout depuis 1979, qui incarne le début de quelque chose. Il y a tout un islamisme agressif qui l'incarne depuis si longtemps. Résistance, là, il faut rappeler, j'aimerais rappeler ces images de Khomeini qui était parti de France, rappelez-vous, il avait été en exil en France, le château, il repart dans l'avion et il faut relire, c'est incroyable. Le compte-rendu de l'AFP est très honnêtement fait, parce qu'à l'époque, on considérait que c'était un mouvement de libération. C'est comme ça que beaucoup le voyaient. Michel Polaco, je sais que vous êtes un témoin historique de ça aussi, vous écoutez ça. Je vous lis un extrait du compte-rendu de l'AFP de l'époque. L'AFP est à bord, et le confrère de l'AFP, il fait ça très honnêtement, mais il est plutôt en sympathie. Il le décrit dans l'avion. Encore une demi-heure de vol et d'avion sortant de la nuit, abordait au jour le ciel iranien, survolait des monts enneigés. Il parle de Khomeini. Ses dévotions terminées, silencieux à son hublot, le vieil imam contemplait cette terre d'Iran, si désirée, si lointaine encore pour lui il y a seulement quelques heures. Et pour la première fois depuis l'embarquement, ceux qui l'approchaient ont pu voir un sourire illuminer son visage, d'ordinaire austère et grave, ce visage dont les journaux ont à profusion répandu l'image à travers le monde ces derniers mois. Les dépêches de l'AFP se sont faites moins lyriques depuis. Voilà, il y a un ton, disons, de sympathie, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les opinions. Pas seulement, on dit souvent quelques extrémistes anticoloniaux, non. Et les opinions considéraient que c'était un mouvement, une grande partie des opinions, plutôt sympathique. Michel Polaco, vous vous souvenez de ça? On savait. Je m'en souviens très très bien, et je m'en souviens d'autant mieux que j'avais pas très bien compris pourquoi le président Giscard d'Estaing, qui avait accueilli au moins 2 fois le Shah d'Iran en France, accueillait en même temps
l'ayatollah Khomeini, puis ensuite le reconduisait en Iran dans les meilleures conditions du monde à bord d'un gros Boeing 747 d'Air France. Donc, si vous voulez, il y avait quelque chose d'assez illisible dans la politique étrangère de la France à cette époque-là. C'est vrai que pour les Français, l'Iran, c'était très loin. En plus, c'était pas un problème. On n'avait pas de souci avec l'Iran, avec les Iraniens, sinon qu'ils étaient susceptibles de nous commander des centrales nucléaires, voire des Concorde. Et donc, vous savez, les Français, quelquefois, ils gardent pas très loin derrière de leurs frontières, un peu comme les Américains. Et je crois qu'ils ont laissé partir cet ayatollah avec ce discours assez poétique que vous venez de nous lire, que retransmettait l'AFP. Et c'est vrai que tout ça, ça avait quelque chose de sympathique. À l'époque, on avait détrôné le petit roi d'Éthiopie, si vous vous souvenez, il essayait l'acier. Enfin bon, c'était la fin d'un monde de rois, de princes, d'un monde de dictateurs, d'un monde de dirigeants de droit divin. Et quelque part, la France regardait tout ça d'un air assez bonhomme. Le vieux rêve de la Révolution française. Personne n'imaginait que ça se terminerait aussi mal. J'entendais souvent on dit que, y compris au Quai d'Orsay, partout, d'ailleurs il a très bien compris ça, Khomeini disait je vais faire une république à la française, évidemment c'était bidon, oui. Mais il avait réussi à enfariner beaucoup d'observateurs français. Oui, alors ceci avait des prédispositions. Les ressorts sont toujours les mêmes. C'est l'anti-américanisme, parce que le Shah d'Iran était l'allié des États-Unis, un antisionisme, parce que le Shah d'Iran avait les meilleures relations possibles avec Israël. Et comme en plus, très intelligemment, Khomeini avait mis les communistes iraniens dans sa poche, toute la gauche et une grande partie des médias, j'ose pas dire que c'est la même chose, disaient puisque c'est le successeur du Shah d'Iran, donc ça va être bien. Alors simplement, en défense de cet aveuglement, on n'imaginait pas que l'islamisme iranien, ça allait être aussi abominable. Je veux dire, le Khomeini était assez discret, et je pense que si à l'époque on avait dit à tous ces gens que des femmes seraient battues à mort par la police parce qu'elles voulaient enlever leur voile, sans doute qu'ils se seraient pas compromis avec autant d'aveuglement. Mais tu n'empêches que c'était les mêmes à l'époque, en 1979, qui parlaient de la libération du Cambodge. Hein. Bien sûr. C'est exactement ces années-là. Il y avait une espèce de mouvement général qui faisait qu'on était assez lyrique quand les peuples se libéraient d'eux-mêmes, qu'on a vu le Cambodge. Mais là aussi, ils ont fait ça très intelligemment, parce que ça a été étape par étape. Parce que d'abord, il y a eu l'arrivée de Khomeini. Après, il y a eu justement la mise à l'écart de ce qu'on appelait les communistes iraniens, et Chapour Bakhtiar, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment ils ont été écartés du pouvoir. Et après, on est rentré dans un régime qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus... la guerre Iran-Irak. Et d'ailleurs, mais je voudrais simplement... Et on a fait semblant d'y croire. De même façon qu'en Europe de l'Est, quand les staliniens disaient on va faire des élections libres, etc. Donc, très bien, bravo. Mais ce que je voudrais simplement dire, et ça a été rappelé à l'instant, c'est vrai que l'Iran, à l'époque, était un des alliés très forts d'Israël et des États-Unis. Il y avait énormément d'accords, et le peuple iranien et le peuple israélien ont toujours été très, très liés, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et au-delà de cela, c'est vrai que dès 1979, dès l'arrivée de Khomeini, c'est vrai que, je dirais, les menaces contre l'État d'Israël ont vite apparu. Enfin, pas tant que ça, puisque Israël fait partie des très rares pays à avoir vendu et donné des armes à la République islamique lorsqu'elle engage sa guerre contre Saddam, l'Irakien, qui à l'époque est perçu comme étant une menace plus grande et plus immédiate pour Israël. Deux choses, parce qu'on a l'histoire un petit peu sélective sur la perception de cette figure effectivement révolutionnaire dont on ne savait pas, et ça montre que déjà à l'époque, ils étaient meilleurs que pas mal d'Occidentaux en matière de publicité, parce qu'effectivement, il faut aussi relire les promesses qui étaient faites par le guide suprême sur la place de la femme dans la société telle qu'il l'envisage. Une autre chose, le charmant Shah dont vous parliez, Guillaume Roquette, ne pas oublier les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Coup d'État contre un dirigeant iranien démocratiquement élu en 1953, Mossadegh en l'occurrence, coup d'État par les Américains et les Anglais, parce qu'il avait eu la très mauvaise idée de vouloir nationaliser ce qui appartenait naturellement aux Iraniens, à savoir leurs ressources, toujours les mêmes qu'ils gèrent aujourd'hui. Et donc, effectivement, on peut ajouter à cela, et vous me voyez déjà y venir, Guillaume, ne pas oublier le rôle de la SAVAK, la police secrète du Shah, qui également n'était pas très démocratique, j'allais dire, dans son comportement. Alors, un mot sur les nationalisations. Vous savez qu'on n'est plus en 1981, donc on peut considérer qu'on peut avoir une économie nationale
légale sans qu'elle soit forcément nationalisée. Après, bien sûr que le Shah d'Iran n'était pas un démocrate, bien sûr qu'il y avait la police secrète, mais franchement, en réfléchissant un peu, on pouvait quand même avoir quelques doutes dès le départ pour se dire que c'était préférable d'avoir un fou de Dieu à la tête du pays plutôt qu'un Shah qui effectivement était un autocrate, mais il y avait peut-être des possibilités d'évolution, notamment parce que ce pays était quand même attiré par l'Occident. Alors qu'aujourd'hui, l'Occident et Israël sont le rejet de l'Occident et le rejet d'Israël en premier sont le ciment du pays. Ramenons, s'il vous plaît, à 2026. 2026, donc 47 ans ont passé. Est-ce que l'Occident vit un coup d'arrêt? Il y a beaucoup sur ce plateau, c'est ce que disait par exemple Thierry Breton, c'est-à-dire qu'on est au moment de bascule où les puissances occidentales, dont les États-Unis ont été le fer de lance, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, là, butent contre autre chose, qui est la Chine avec son allié iranien. Il y aurait distribution des forces et l'acceptation par les États-Unis depuis être numéro un, même si inconsciemment ou consciemment, ils luttent contre le fait que les Chinois apparaissent comme des compétiteurs extrêmement sérieux. Mais c'est vrai, moi je pense toujours à ce discours de Trump lorsqu'il est arrivé en janvier 2025, où il a parlé de quoi? Il a parlé du Canada, il a parlé du Panama, il a parlé du Groenland, et il a parlé du Mexique. Donc en fait son problème était américain, et l'Europe et l'Afrique étaient dans un ailleurs qui n'avait pas expliqué. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de répartition des rôles. En fait, et puis quand il se rétracte d'Ukraine, c'est incroyable. Il décide il dit l'Ukraine, c'est pas mon problème. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il abandonne le fuseau central à Trump. Donc une espèce de répartition des rôles. Mais le problème, malheureusement ou heureusement, j'en sais pas, on verra plus tard, c'est que je veux dire, cette espèce de rétraction des grandes puissances, en tout cas de la Russie et des États-Unis, ont provoqué l'apparition de puissances moyennes. Je pense encore une fois à la Turquie, à l'Iran, bien évidemment, parce que là, l'Iran se trouve en première ligne, le Pakistan, etc. Donc on va voir dans les années qui viennent l'apparition de joueurs de deuxième catégorie extrêmement puissants, mais en fait asymétriques par rapport aux grands. Et donc c'est tout le problème, c'est tout le cœur du problème. Les rapports de force évoluent fondamentalement, et ça c'est probablement à cause de Trump et de Poutine. Vous voyagez beaucoup en Afrique, hein. Vous connaissez bien cette partie du monde. Est-ce qu'il est vrai que maintenant on est au stade où c'est pire encore que le fait d'être détesté? Ils considèrent qu'on est moins intéressant. C'est même la Chine est plus un pôle d'intérêt. Oui, bien sûr, parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a une question majeure, c'est que l'Afrique ou les pays du Sud, entre guillemets, ça c'est encore une fois le Sud global, c'est encore une autre appellation, ils considèrent très concrètement, c'est qu'on veut exporter des valeurs qui ne sont pas les leurs. Donc ils ont le sentiment qu'on veut les recoloniser. C'est le terme qui est utilisé. Et vous avez 3 vecteurs: 1, l'écologie; 2, les droits de l'homme; et 3, LGBT et tout ce qui tourne autour de ça. Les droits des homosexuels. On voyait le jour la carte qui est saisissante. C'est-à-dire le monde islamique et une grande partie de l'Afrique continue même à punir de mort ou de prison les homosexuels. Les Sénégalais, de point de vue d'une barbarie évidemment. 15 jours. Les Sénégalais, ils ont accentué les peines et par 2. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une espèce de blocage par rapport à l'Occident de façon générale, en disant qu'ils cherchent et ça c'est Poutine. C'est Poutine qui a vraiment lancé ça, qui a travaillé ce sujet des valeurs. Le maximum de bénéfices. Oui, et puis ça. Et c'est des sociétés conservatrices. Et c'est fonctionnel. Oui, mais peut-être que ce qui se passe au Mali va les faire évoluer un peu, parce que on nous a fichus dehors. Moyennant quoi, c'est les islamistes qui sont en train de prendre le pouvoir, et donc peut-être que ça va. Mais effectivement, d'un point de vue global, c'est caramba encore raté, quoi. C'est comme en Irak, c'est comme en Afghanistan. Moi, je pense que les Américains et Israël ont eu raison d'essayer, parce que il fallait tenter de détruire ce régime, mais c'est vrai qu'ils n'y arrivent pas. Quand même, la nouveauté par rapport à ce qui se passait dans le passé, c'est que il y a peut-être une réactivité plus grande. Combien d'années est-ce que les Américains ont passé en Afghanistan? Près de plus de 20 ans. 20 ans. Et 20 ans. Et ça au prix, y compris d'abord en vie humaine, qui était considérable. Est-ce que Poutine profite de ces moments-là? Parce que dans ce monde où tout se recompose, Poutine semble retrouver de l'agressivité, alors que sur le terrain, dans le Donbass, il est plutôt en recul. Vous êtes avec nous, Jean-Michel Polaco. Il y a 2 nouvelles qui se bousculent ce soir. D'abord, l'avion du ministre britannique de la Défense qui a été brouillé, le signal GPS, alors qu'il était près de la Russie. L'avion de la Royal Air Force qui transportait le ministre britannique de la Défense, Eli, a subi un brouillage de son signal GPS tout près du vol de la frontière russe. C'est le Times qui le rapporte. Il était en train de rentrer d'Estonie, où il avait rencontré les troupes britanniques déployées dans le pays. Le signal satellite de son avion gouvernemental a été interrompu, ce qui est évidemment un peu humiliant pour celui qui est le patron, ou en tout cas le principal responsable ministériel de l'armée. Michel Polaco. Oui, alors si vous voulez, depuis quelques années, on va dire particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine,
avec les opérations en plus qui ont suivi au Proche-Orient, les signaux GPS sont sans cesse brouillés. Il y a des notames, c'est-à-dire des notices d'informations aux navigateurs aériens qui sont publiées par les gouvernements, par l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui montrent et qui définissent toutes les zones de brouillage. Vous pouvez interroger des pilotes de ligne de compagnies aériennes qui vous diront que maintenant c'est très difficile de faire un vol complet en passant par la mer Noire, par la Baltique, par le Moyen-Orient sans être brouillé. Alors cela dit, c'est pas dramatique. Les avions ont des moyens pour naviguer malgré le brouillage du GPS. Mais enfin, ça complique. C'est vraiment quelque chose de tellement répétitif maintenant qu'on est en train d'inventer des nouveaux systèmes d'aide à la navigation durcis par rapport au GPS ou pour durcir le GPS. Parce que vraiment, le GPS, personne n'avait jamais imaginé qu'il serait à ce point facile à perturber. Regardez ces images qu'on va détailler maintenant, parce que l'autre événement, c'est toujours les Anglais. Les Anglais ont toujours été dans le viseur, c'est dans ceux que détestent le plus les Soviétiques puis les Russes, parce que les Anglais sont tout en haut, souvent. Les chasseurs russes qui se sont approchés à 6 mètres, à moins de 6 mètres du chasseur britannique. C'est l'image qu'on voit là. Aidez-nous à la comprendre. Là aussi, Michel Polaco, je passerai aussi par vous, Père de Jong. Là, c'est le Sukhoi qu'on voit là, c'est bien ça? 35, Oui, ça a de la gueule. C'est toujours très impressionnant. Moi, ça m'est arrivé quand vous êtes en vol et qu'à un moment donné, vous voyez déboucher à gauche de votre cockpit ou à droite un avion de chasse. Moi, ça m'est arrivé au-dessus de la mer Rouge. Au-dessus de la mer Rouge, c'était des avions soudanais. Et c'est vrai que ça secoue un peu, surtout quand on se souvient de ce qui est arrivé au vol coréen en 1990, qui lui a été carrément abattu par des Russes, qui à l'époque des Soviétiques, qui à l'époque se sont approchés de lui. L'équipage devait pas être en veille, ils ont pas bien vu, et finalement ils ont été tirés et ils ont été abattus. Alors cela dit, il existe aujourd'hui des moyens de communication, donc quand on se voit, on peut d'une certaine manière se parler, soit sur la fréquence d'urgence internationale, soit se faire des signes, et il y a tout un tas de langages qui sont prévus. Et puis, quand l'avion bat des ailes, éventuellement, il peut d'une certaine manière dire je vous intime l'ordre de me suivre dans telle direction, parce que je vais vous obliger à vous poser sur un aéroport dans le pays d'où je ressors. C'est extrêmement déplaisant. Cela dit, ça ne peut se produire normalement, évidemment, que dans des espaces aériens en bordure de pays qui sont capables de faire ça. Effectivement, les Russes le font sur la mer Noire, d'autres pays l'ont fait sur d'autres mers. Le Père de Jong. La France le fait tout le temps. Je veux dire que ces opérations de basse intensité, c'est très régulier. Les Russes, en permanence, cherchent à tester le dispositif, à écouter les réseaux radio, à différentes altitudes, etc. Moi, je pense que l'armée française, je dis pas qu'ils agissent tous les jours dans ce domaine-là, mais je pense que toutes les semaines, il y a une opération d'intimidation qui vise en fait à... C'est risqué, hein. Si je parle vraiment... Ah oui, non, mais 6 mètres, c'est pas grand-chose. Non, c'est rien du tout. Parce qu'on est très vite, non? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est très dangereux. Vous vous rendez compte, il y a une vitesse... Bon, ils volent doucement en général, même à 500 ou 600 ou 700 km à l'heure, c'est quand même une vitesse conséquente. Donc c'est vrai que c'est risqué, c'est les pilotes, mais encore une fois, ce sont des opérations parfaitement habituelles. Et les Russes, il faut savoir, testent en permanence les dispositifs. Là, ils ont testé un avion qui visiblement survolait en mer Noire et qui se rapprochait un petit peu, donc ils y ont été, mais ils le font tout le temps. Ils essayent de remonter vers Marseille en permanence, ils essayent de remonter dans le Nord, enfin la mer du Nord, tout ça, c'est permanent. Et l'armée française vous expliquera très très bien que c'est quasiment constant. Au-delà du fait qu'on va les menacer, mais nous on fait la même chose. On va également tester les dispositifs, pour savoir leur temps de réaction, les réseaux radio, tout ça. C'est le monde normal de la guerre de basse intensité. Poutine s'enhardit de nouveau, en tout cas dans l'agressivité. Il y a ce bombardement d'une très grande ampleur et avec surtout le moyen de l'Orechnik qui a été opéré dans la région de Kiev. Moscou dit que c'est en réponse, il prétend venger le bombardement en Ukraine occupée dans la région de Luhansk qui a été fait dans un dortoir fait par l'Ukraine. L'Ukraine conteste le fait, quoi qu'il en soit. Là, le bombardement, on le voit ici, on va même l'entendre.
Michel Polaco, toujours, la dimension de ce missile Oreshnik qui peut porter des armes nucléaires. Et c'est l'essentiel du message livré par Moscou. Oui, alors si vous voulez, à peu près tous les missiles balistiques et beaucoup de missiles de croisière sont capables de porter des armes nucléaires. On met au bout ce qu'on veut. C'est vrai que la plupart du temps, ils ont une destination prévue dès le départ. Par exemple, nous, on a des missiles ASMP sous nos Rafales, qui sont des missiles qui appartiennent à la force de dissuasion française, des forces aériennes stratégiques. Il n'en existe aucun avec des charges classiques, des charges conventionnelles. Tous ont une charge nucléaire, donc on ne peut pas s'en servir pour autre chose. Les Russes, eux, ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Ils ont mis au bout de missiles balistiques des charges conventionnelles. En fait, je crois que ça les intéresse d'une part par l'efficacité, parce que ça permet d'aller assez loin, en allant très très vite, en montant très haut, c'est-à-dire en étant difficile à intercepter, et en emportant en plus des charges multiples, puisque par exemple l'Oreshnik, c'est un missile multitête, donc il est capable, une fois qu'il a largué sa charge, d'avoir des têtes qui se dirigent sur des cibles différentes, et donc ça permet d'avoir des effets très importants sur le plan militaire. Et puis pour les Russes, c'est aussi une manière intéressante de tester ce missile qui n'est pas à l'origine très moderne puisqu'il découle d'une autre famille de missiles, mais lui c'est quand même le plus moderne et donc ça leur permet de faire des essais qui sont pour eux quelque chose d'intéressant. Cela dit, ils en produisent très peu et du coup ils sont obligés d'en utiliser très peu. Non, parce que, dans le fond, on voit la position russe, on voit la position de l'Ukraine. Rappelons-nous quand même qu'il y a quelques jours, Poutine rencontrait son homologue chinois. Donc il s'est dit aussi des choses par rapport à la guerre justement entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi sur la question de Taïwan. Mais rappelons, Aniva tout à l'heure rappelait le coup de téléphone entre Macron et Loukachenko et la question de la Biélorussie. Et on voit très bien qu'il y a eu, il y a 3 jours ou 4 jours, il y a eu un exercice commun entre les Russes et la Biélorussie sur le territoire biélorusse, avec justement des enjeux d'attaque nucléaire qui ont été menés. Et donc on voit très bien qu'il y a une volonté, en tout cas, de la Russie de vouloir remettre en œuvre une sorte d'alliance anti-OTAN. Parce qu'il est là le sujet, avec évidemment derrière des pays de l'OTAN qui sont en train de se chercher, avec une position européenne qui se cherche aussi, avec une défense européenne qui n'existe pas concrètement, et on le voit par rapport justement à ce type de missile. Et donc il joue aussi cette carte qui est beaucoup plus large que le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Biélorussie est très intéressante parce qu'en fait c'est un peu le porte-avions russe qui en fait en direction des pays baltes et vers l'Europe. En fait le problème c'est que les missiles russes ne portent pas très loin. Le Oreshnik 5000 km et puis l'Iskander en gros 500 km. Ce qui veut dire qu'en fait il a rapproché tout son dispositif depuis le début de la guerre, depuis 2022. Il y a tout un dispositif balistique s'est mis en place en Biélorussie et donc ils se sont rapprochés. Pourquoi ? Parce que c'est les pays baltes qui sont concernés, évidemment l'Europe, évidemment l'Ukraine. Donc en fait en faisant ça, c'est une alliance extrêmement solide. Et les exercices nucléaires et balistiques, il y en a quasiment tous les 6 mois. La peur de la Russie. Écoutez, regardez cette séquence. Souvent, les Ukrainiens étaient presque blasés, pas tous, il y a beaucoup d'événements dramatiques, mais tous ceux qui sont allés en Ukraine, on voit à quel point parfois ils descendaient par les abris, parce que mais là, ils ont été évidemment tous très impressionnés par ce qui se passe. Voilà, dans les souterrains de Kiev, et on mesure là à quel point la population qui peut-être avait eu certains répits, et certainement même là retrouve ce qu'elle avait vécu au début de la guerre. Non, mais la population ukrainienne est effectivement habituée, ça fait plus de 4 ans, à ces attaques, même si ça n'est pas du tout une vie normale, bien évidemment, mais on s'y habitue. Sauf que d'habitude, ce sont plutôt des drones, et que les drones, c'est beaucoup plus facile de savoir où ils vont arriver. Ils reçoivent tous des alertes sur leur téléphone. Donc ils peuvent décider, comme vous l'avez dit, Darius, de ne pas descendre aux abris. Mais là, quand c'est un missile Oreshnik, c'est pas possible.
Donc il faut, là ils étaient dans la certitude, c'est une des nuits les plus violentes depuis le début de la guerre. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une nuit pareille à Kiev, et ça arrive dans un contexte où les Ukrainiens ont repris depuis le début de l'année 2026 un peu plus de 400 km². Donc les Russes, là c'est un signal, bien évidemment, c'est le signal de dire que nous ne sommes pas fatigués de la guerre, ce qui n'est pas vrai puisque la population russe est lassée par cette guerre, et certaines élites aussi, mais nous continuons militairement à montrer ce dont nous sommes capables. Expliquez-nous bien, Père de Jong, ce qu'on appelle le mirvage, c'est-à-dire l'image là exactement, elle le montre de manière presque, c'est affreux à dire, mais didactique, et on comprend très bien en voyant les points lumineux ce qui se passe. Et d'ailleurs, je suis d'or que les Russes font une démonstration de nuit pour que ce soit filmé, ça a été filmé, donc c'est montré, donc on voit que ça fonctionne. En fait, le mirvage, c'est quoi ? Vous avez un missile qui part, qui va monter relativement haut, assez rapidement, et lorsqu'il va descendre, il va acquérir de la vitesse. Donc qu'est-ce qu'on voit là exactement ? En fait, c'est simple, vous avez des barillet, vous avez les 6 missiles qui sortent, et chacun des missiles va dégager 6 autres missiles. Chacun de ces missiles a sa propre trajectoire et son propre objectif. Et là, on peut compter les points lumineux, c'est effectivement 6, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, c'est un éclatement et 6. Voilà, 6, et c'est absolument incroyable. Et chacun est très précis. Alors, encore une fois, c'est pas une précision métrique, c'est une précision décamétrique, à 10 mètres près, donc c'est quand même pas mal. Ce qui veut dire que vous avez un effet sur le terrain qui est incroyable. Et c'est pour ça que ce qui est vraiment incroyable, c'est d'avoir tiré un missile comme ça sur une ville. Je veux dire, on tire pas sur une ville. C'est un missile nucléaire à l'origine. Les Iraniens l'ont fait avec d'autres types de missiles, mais aussi des missiles mirvés. Tout à fait, on l'a vu à la fois à Dimona, je crois, et à Ivernetania. C'est ce qu'on appelle les missiles à fragmentation, et comme le disait le colonel Père de Jong, en plus ce sont donc ces fragmentations qui ont chacune une tête avec de la matière explosive qui peuvent être remplacées par une ogive aussi. Et donc ça fait une déflagration avec énorme, et ça peut évidemment toucher énormément de gens, et c'est très compliqué pour un système de défense aérienne de pouvoir l'intercepter. Et comme on le disait tout à l'heure, si le Patriote n'est pas tiré au moment où le missile est lancé, c'est foutu. Au niveau le plus haut. Au niveau le plus haut. Parce que le problème, c'est des missiles. C'est des missiles qui ont des têtes intelligentes, et ils savent que le radar a compris qu'il a été capté au moment du décollage. Donc il sait très bien qu'à un moment donné, il va aller au niveau le plus haut, et là il va changer de trajectoire. Et donc en fait, la partie anti-missile avec le Patriote, par exemple, il sait pas très bien vers quoi aller, il va se tromper de trajectoire, parce que lui il anticipe la trajectoire, il le suit pas, bien évidemment. Donc ça c'est extrêmement compliqué, mais ça démontre une fois de plus que les Russes en fait ont fait d'énormes progrès, et ils continuent de travailler dans le domaine de la balistique. Et je pense qu'ils ont transmis une grande partie aux Iraniens. Les Iraniens sont bons en balistique parce que les Russes leur ont transmis une partie des savoir-faire. Et regardons ensemble l'explication animée pour bien comprendre effectivement pourquoi en Occident, et on entendra dans quelques instants l'amiral Vendier de l'OTAN qui donnait des informations très intéressantes sur le rapport de force entre l'OTAN et les Russes, mais là on a la démonstration dès le départ. Parce que vous avez des centaines de camions comme ça, des centaines. Alors là, je sais pas quel missile c'est, parce que l'Iskander, c'est exactement le même principe. Donc les Russes ont toujours travaillé la balistique à partir des camions. Pourquoi ? Parce que ça permettait de dissimuler les camions. Pourquoi ? Parce que, je prends un exemple concret. Les satellites américains surveillent en permanence les bases, les centres de logistique, etc., etc. Donc ils savent où ils sont. Dès lors que vous en sortez des dizaines ou des centaines, vous savez pas où ils sont. Ils vont se dissimuler, ils vont dans les hangars, etc., vous ne savez pas où ils sont. Donc c'est une dissimulation incroyable. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une marine qui est relativement rudimentaire, mais dès que vous avez la Biélorussie, qui est le vrai porte-avions, tout ça, ça s'est rapproché. Donc à l'heure où on parle, j'imagine que, en Biélorussie, il y a des centaines, voire des milliers, de camions comme ça. Alors, ils vont pas tirer des Orechnik, mais ils vont tirer des Iskander qui portent à 400, 500 km. Tout ça, c'est une stratégie qui a été bien menée. Et puis, je le dis souvent, c'est que les Américains se sont endormis sur leur laurier, considérant qu'une armée conventionnelle en soi suffisait. Et en fait, ils avaient le Patriot, ils avaient leur aviation, ils avaient le B2, en fait, ils n'ont pas travaillé la balistique. Quand je vois que ce sont les Minuteman qui lancent encore les missiles balistiques stratégiques américains, alors ils ont, bien sûr, ça a été revalorisé. Enfin, c'est comme des missiles qui datent d'il y a au moins 40 ans. Mais cette stratégie des camions porteurs, c'est une stratégie que l'on connaît bien au Moyen-Orient. On le voit au Liban, on l'a vu, c'est les Russes qui l'auront vendu. Exactement. Et c'est vrai que ça leur permet d'avoir une mobilité très importante, puisque ça permet de les bouger et de ne pas être aussi repérés. C'est quelque chose de très important. Mais derrière tout ça, on voit qu'on est sur une forme de guerre conventionnelle, parce qu'on est dans du conventionnel, qu'on le veuille ou non, même si c'est très grave. Mais on voit aussi que toutes ces guerres qui se
qui actuellement est entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi ce qu'on a vu entre les États-Unis et l'Iran, nous amène à voir comment sera, dans le fond, la guerre dans les années à venir. Et je pense qu'on a aussi une évolution de l'armement. Je pense que demain, il n'y aura probablement plus de pilotes de chasse, on n'en aura plus besoin. On va donc vers une certaine évolution de la guerre. On n'en est pas encore là, mais on voit tout doucement qu'on va vers des micro. Et tout à l'heure, Darius, vous parliez justement des pays, je dirais, des pays émergents, des petits pays qui vont remplacer justement les États-Unis, la Chine, la Russie. Et justement, ces petits pays ont énormément travaillé justement sur cette évolution technologique du matériel de l'armement, grâce d'ailleurs à un acteur dont on parle très peu, qui s'appelle la Chine, qui est très importante dans ce secteur. Toute la question d'ailleurs de Taïwan sur les semi-conducteurs qui fournit tout le monde. C'est aussi regarder le face-à-face quasi personnel entre Zelensky et Poutine. Écoutez bien les deux, l'un après l'autre qui s'expriment, l'un se moquant de l'autre, le moment au Kremlin et Zelensky qui ironise sur son ennemi. В их честь, в их поддержку. На счет 3. Громко, так, чтобы они услышали. Троекратное «Ура». 3. Ура! 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 Poutine ne parvient même plus à prononcer clairement le mot « Hurrah ». Il bafouille et marmonne pourtant. Il continue de détruire des immeubles résidentiels avec ses missiles. Ils sont vraiment déchaînés. Guillaume. Oui, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que on va revenir des séquences qu'on a déjà vues de très nombreuses fois, c'est-à-dire Poutine intimidant, Zelensky répondant avec sa tenue de type militaire devant les insignes de son pays. Et on se dit mais combien de temps ça va durer en fait, parce que l'attention internationale s'est focalisée sur l'Iran. On a un petit peu perdu de vue ce conflit ukrainien. Alors Anne le rappelait tout à l'heure, les Ukrainiens ont plutôt repris du terrain depuis le début de l'année. Ils arrivent à frapper de plus en plus dans la profondeur. On l'a vu ces jours derniers à côté de Moscou. Le problème, c'est que voilà, Poutine de son côté dit je n'ai peur de rien et pas de frapper une ville avec des civils. Et donc, j'allais dire, ça continue, hélas. Et les États-Unis sont occupés. Regardez les déclarations de Trump, ce sont les dernières sur ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Il répond visiblement, vous avez vu tout au long de l'émission, les objections, les craintes, y compris dans son camp, de ceux qui disent attention, on est en train de trop donner aux Iraniens. Il réplique si je conclus un accord, il sera bon. Il l'a fait tout à l'heure sur son réseau social. D'abord avec ce message, merci de votre attention, avec cette bombe. C'est sous quel appareil là, vous qui avez l'œil militaire, Pierre de Jong? À mon avis, je sais pas, j'aurais dit. C'est de l'intelligence artificielle à mon avis, je suis même pas sûr, de base. Je suis même pas sûr que l'image elle soit réelle. Non, c'est IA. Donc, on va chez Claude ou chez ChatGPT, on demande fais-moi une bombe sous un avion. Lisons son tweet, quand il parle de sa manière de conclure l'accord. Si je conclus un accord avec l'Iran, ce sera un accord juste et équitable, contrairement à celui d'Obama qui a offert à l'Iran des sommes colossales et un accès direct à l'arme nucléaire. Et il poursuit. Notre accord est tout le contraire, mais personne ne l'a vu, ni n'en connaît les détails. Il n'est même pas encore finalisé, alors n'écoutez pas les incapables mots d'origine, c'est loser, je crois. Ouais. Les losers qui critiquent sans rien y connaître. Et il poursuit. Je crois, contrairement à mes prédécesseurs qui auraient dû régler le problème plus longtemps, je ne conclus pas de mauvais accords. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès hier soir, en fait, il dit que l'accord est en cours de finalisation. Et donc, il fait la liste des pays avec lesquels il s'est entretenu. Et vous insistiez tout à l'heure sur ce terme qu'il utilise séparément avec Israël, alors que l'accord n'est pas finalisé. Et là, minute après minute, si on suit cela, ce qui est en train d'émerger de la part de l'administration américaine, mais également des Iraniens, c'est que l'accord est en train de s'éloigner. Parce qu'en réalité, et ça c'est une formule très trumpienne, il a expliqué 95% du travail a été fait, sauf que les 5% sont les plus durs. Pourquoi ? Parce que les 5%, c'est l'uranium enrichi, et que les Américains sont en train de dire, l'administration aux Iraniens, on veut que vous nous le rendiez. Les Iraniens disent non. Et pareillement sur le détroit d'Ormuz, ça s'avère être plus compliqué que prévu, parce que Donald Trump, même s'il fonctionne avec des listes de courses et des points et des phrases courtes, les Iraniens, eux, sont de fins tacticiens, qui savent qu'un mot
un seul, peut faire une immense différence selon la manière dont il est employé ou interprété. Est-ce que vous connaissez le proverbe iranien qui dit une fois que le contrat est signé, c'est à ce moment-là que la négociation commence. Exactement. Ce qui est pénible pour les négociateurs. Visiblement, Donald Trump le connaît pas. N'oublions pas quand même que Donald Trump, n'oublions pas que aussi Donald Trump est face à un calendrier qui est très très serré dans cette affaire. Parce que le 11 juin, il y a un truc qui s'appelle la Coupe du Monde de foot qui va se passer aux États-Unis. Et donc, il aimerait que tout soit réglé, je pense, en amont du 11 juin, d'où les 60 jours qui reporteraient, je dirais,